Bonus. Trax. She's very pretty. Is that the type of girl you're attracted to? I am so sorry for what your daddy passed down to you. But I wanted a child. I'm visiting my mother tomorrow. Do you ever wish that she was dead? What? Bo? Are you on your way? I'm on my way. It's not safe, is it? I sincerely doubt that. I'm sure you'll do the right thing, sweetheart. Salut, c'est Quentin et vous écoutez Le Coin Pop. Aujourd'hui, on va reprendre notre format habituel pour revenir sur la carrière du jeune réalisateur Ari Aster qui vient de sortir récemment son 3e long métrage Beau is Afraid. Manu ne sera malheureusement pas des nôtres ce soir, on pense bien à lui. Comme d'habitude, c'est lui qui gérera le montage et comme d'habitude, je le remercie vraiment de me laisser vous proposer ces podcasts-là. Alors par contre, je suis très très content d'avoir deux super invités avec moi pour la première fois sur Le Coin Pop, je crois, ce soir. Pour parler de Aster, donc Arnaud Kikou de Comics Blog et de First Print. Salut Arnaud. Salut Quentin, merci de me recevoir. Je crois que c'est la 2e fois que je viens quand même. J'ai dû venir, mais c'était il y a quelques temps déjà. Ça fait un peu longtemps maintenant. Ah, pour YMCU peut-être ? Oui, sûrement, oui. Ouais, cool. Merci. Et on a aussi avec nous Julien Djoubri, donc de Pop Public et de Camera Numérica. Salut Julien. Salut Quentin, encore merci de m'avoir invité aujourd'hui. Non, bah avec plaisir. Je crois que tu débutes dans le podcast ici en plus. Ça fait plaisir. Moi, ça fait déjà quelques temps que je te lis sur Internet et c'est Sullivan qui nous a un peu mis cette idée-là en tête récemment. Donc on le remercie au passage. Jamais très loin, mais ouais. Merci en tout cas, premier podcast pour moi. Du coup, je vais commencer par la question de base. Comment est-ce que vous avez découvert le cinéma de Aster et pour l'instant, quel est un peu votre rapport avec celui-là, s'il vous plaît ? Vas-y, du coup, Julien, si tu veux bien. Ouais, bien sûr. Je l'ai découvert dans l'ordre de ses longs métrages, avec Hereditary, que j'avais pu voir au cinéma à l'époque. Vraiment, le truc de bouche à oreille, je crois que c'était mes collègues qui en parlaient, et j'avais pu le voir au cinéma, et ça a été la claque tout de suite. J'aime bien tout ce qui est horreur et qui fait un peu réfléchir. Je suis plus versé, on va dire, dans ce côté-là que le gore, même si j'y prends plaisir aussi. Et là, c'était... il y avait tout, quoi. Pour le coup, de la mise en scène, les acteurs, les actrices, l'histoire. J'ai été scotché, je crois que je l'avais vu 2 fois au cinéma depuis. Puis derrière, plein de fois en disant à chaque fois des amis, est-ce que tu connais Ari Aster ? C'était toujours ma porte d'entrée. Et j'ai suivi après avec Midsommar et du coup Beau is Afraid la semaine dernière. Et j'ai plongé après dans les courts-métrages, je crois après Midsommar pour le coup, où avant je m'y intéressais pas forcément, puis il y a eu un moment où tout est parti sur YouTube, et du coup c'est vrai qu'ils étaient bien plus facilement accessibles. Et on en reparlera sûrement, mais ces courts-métrages sont presque encore plus intéressants que ces longs-métrages pour le coup. C'est vraiment, il y a un condensé de son cinéma, de ses idées. Ouais. C'est quelque chose qui me parle en tout cas. Ok. Et toi Arnaud du coup ? Alors moi en fait c'était lié au travail au départ parce que quand les sites sur lesquels je travaille, Comics Blog, appartenaient encore au réseau Arts, dont on salue la mémoire ici, c'était sur Sci Fantasy que moi je faisais pas mal d'actualités sur tout ce qui était cinéma d'horreur parce que je suis un vrai mordu de films d'horreur depuis la moitié de ma vie en fait, depuis mon adolescence. Et en fait, c'était dans un de mes feeds, il y avait la première bande-annonce de Hereditary qui était sortie à ce moment-là. Et immédiatement, en fait, au vu des images, même si c'était un trailer de 2 minutes, il y a eu un déclic en moi en disant putain, je sais que ce film-là, il est fait pour moi, qui va me parler parce que ça a l'air absolument incroyable en termes d'image. Tu voyais déjà juste dans les plans en fait que ça avait l'air d'être juste ultra travaillé sur le pur plan visuel. Ouais. Et donc en fait quand il est sorti en 2018, je suis allé le voir Day One au cinéma et en fait ça a été la séance de cinéma la plus intense de toute ma vie quoi. Tout simplement, alors que pourtant je me pensais prêt à tout et je me dis que je peux vraiment, j'ai vraiment vu des films bien crades à la Serbian Film ou Human Centipede, donc j'en ai vu des trucs bien dégoûtants et des trucs d'horreur aussi bien hardos, et en fait là c'est juste que
au climax du film, en fait, j'ai commencé vraiment à me sentir pas bien, à avoir un coup de chaud, on va dire, et à me dire, je suis peut-être en train de tomber dans les pommes, parce que j'étais vraiment tellement dedans, notamment avec une scène du grenier, voilà, vous verrez et avec le regard de Toni Collette, et vraiment, ça m'a mis tellement mal que vraiment j'ai jamais ressenti un truc aussi fouf devant un film d'horreur. Et donc je suis ressorti heureux d'être vivant quand même, de ne pas avoir fait une crise cardiaque, mais ça a été une révélation. Je connaissais pas du tout ce gars, puis après je l'ai suivi religieusement sur son parcours cinéma, attendant à chaque fois qu'il ressorte quelque chose et en espérant avoir les mêmes sensations que je n'ai pas retrouvées, mais c'est quand même quelqu'un dont j'adore le travail sur grand écran, et c'est vrai que je fais pas bien mes devoirs parce que j'apprends qu'il avait fait des courts-métrages, effectivement, donc t'as beau suivre quelqu'un avec attention, en fait, si tu regardes pas sa fiche Wikipédia ou son parcours, tu sais pas forcément tout ce qu'il a fait, donc j'irai sûrement les regarder après avoir enregistré ce podcast. Mais voilà, c'est comme ça que je l'ai découvert, vraiment sur le vif, et ça restait meurtri en moi, enfin pas meurtri, mais je veux dire c'est resté dans ma chair depuis, et je le regarde au moins une fois par an, Hérédité, et toujours des grosses montées d'angoisse à certains passages, parce que tu sais que c'est terrible, quoi. C'est vraiment un film terrifiant, voilà pour moi. Ok, d'accord. Ok, merci. Du coup, tu mentionnes la scène du grenier de Hérédité, et je préfère le préciser tout de suite ici. Je suis désolé, mais sur ce podcast, on sera vraiment full spoiler. Surtout que là, on allait déjà laisser un petit peu de temps sur Beau is Afraid, et je pense que ça serait très très compliqué pour nous d'aborder ces films-là sans spoiler. J'ai pas envie de jouer une gymnastique avec spoiler, sans spoiler. Donc revenez quand que vous avez vu les films, et surtout allez voir les films avant de nous écouter. Mais désolé, ce sera vraiment full spoiler ici. Quant à moi, j'ai découvert le cinéma de Aster également avec Hereditary en salle à l'époque, en pleine hype perso A24 en 2018, commençait à y avoir pas mal de projets intéressants, je trouve. Je connaissais pas du tout le nom du réal à ce moment-là. La bande-annonce m'intriguait, mais vraiment sans plus. Même si je trouvais plutôt la promo intéressante avec tout l'aspect miniature de la maison, les affiches, tout ça qui allait avec. Et je suis ressorti de la salle agréablement surpris, mais pas sur le cul, comme toi Arnaud par exemple. J'avais l'impression qu'il manquait un petit truc au premier visionnage, tout du moins. En sortant de la salle, je suis avec un ami qui lui connaissait déjà le nom, et qui m'a tout de suite montré le court-métrage The Strange Thing About the Johnsons, et j'ai tout de suite pu faire des connexions, et ce qui m'a tout de suite intéressé davantage. J'ai vu le film une seconde fois avec un autre regard, j'ai plus apprécié, mais je trouvais toujours qu'il manquait un petit truc, et on en reparlera après, mais pour moi c'est peut-être son moins bon, à l'inverse de toi Arnaud qui... Allez, je quitte ce podcast immédiatement, je ne serai pas insulté de la sorte. Mais c'est vraiment un très très grand film, mais je trouvais qu'il manquait un tout petit truc, et à l'inverse par contre, du coup je suis allé voir Midsommar vraiment très très curieux, et au bout d'une demi-heure de film, j'étais... un peu comme toi du coup sur le film précédent, mais vraiment pas bien. Il y a tout un truc avec l'intro de ce film qui continue de me retourner totalement en fait. Il y a la scène, le plan fixe là, horrible, ouais. quoi. Il y a un plan fixe absolument horrible, après Florence Pugh qui est en train de chialer, mais avec le bruit c'est terrifiant. C'est ça. Ouais. Voilà, et même jusque l'avion en fait. Je trouve vraiment que la première grosse demi-heure c'est ça, est incroyable, et pour quelqu'un qui de très anxieux, c'est un film qui m'a vraiment marqué, que j'ai revu beaucoup de fois, et je pense que je voue le même culte à Midsommar que Arnaud à Hereditary, du coup, donc on pourra se compléter sûrement là-dessus. Et donc, du coup, j'ai découvert l'ensemble de ces cours entre Midsommar et Beau is Afraid, que j'attendais avec grande impatience, et que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. C'est peut-être un peu tôt pour revenir sur la filmo d'un mec comme ça, qui n'a que 3 films, mais surtout comparé aux autres podcasts qu'on a fait sur les autres réalisateurs, mais je pense qu'on a déjà de quoi, il y a déjà de matière à traiter pas mal de choses. Oh, puis c'est une filmographie riche, parce que même s'il n'y a que 3 longs métrages, il en a quand même fait 8 courts avant, et certains qui sont pas si courts que ça. Le The Strange Thing About the Johnsons fait quasiment une demi-heure, il y en a 2 qui font un quart d'heure, qui sont très riches en thèmes en plus, donc il y a
y a de quoi parler, déjà. Ouais, exactement. Et du coup, avant qu'on se lance plus en détail sur les cours et ensuite sur les 3 longs métrages, je vais me permettre une petite partie, comme d'habitude, biographie pour resituer un peu d'où vient le réalisateur. Et surtout, vous me corrigez, vous m'arrêtez si vous avez des choses à ajouter, hein. Mais donc Ari Aster, je le précisais tout à l'heure, assez jeune, parce que né en 1986 à New York dans une famille d'artistes. Le père est musicien, je crois, et la mère poète, ou l'inverse, mais je crois que c'est ça. De confession juive, du coup, on en reparlera aussi tout à l'heure. Il grandit entre New York, l'Angleterre et le Nouveau-Mexique. Et il va proposer un premier court-métrage, alors que je n'ai pas du tout trouvé sur internet, je suis désolé, que je n'ai pas vu du coup, Tale of the Two Twins, qu'il a écrit à l'université d'art, parce qu'il grandit tout de suite là-dedans, de Santa Fe il me semble, et qu'il a soumis du coup à l'American Film Institute. C'est avec ce court-métrage-là qu'il décroche une bourse pour suivre le programme d'études supérieures. Et donc il va rejoindre l'AFI à ce moment-là, dont il sera diplômé quelques années plus tard. Et du coup, sur cette période à l'AFI, il va réaliser plusieurs films du cycle universitaire à ce moment-là, dont The Strange Things About the Johnson, dont je parlais tout à l'heure, qui est l'histoire d'une famille de banlieue dans laquelle le fils est impliqué dans une relation incestueuse et abusive avec son père. Et c'est le film de thèse de Aster à ce moment-là, qui va être ensuite projeté dans des festivals de cinéma. Donc là, on est en 2011, et qui ensuite va se retrouver en ligne sur Internet un peu plus tard de cette même année-là, et qui va assez vite devenir viral en fait. Et ensuite, entre donc 2011 et 2016, Aster va écrire et réaliser du coup 6 autres courts-métrages, souvent en collaboration avec ses amis et collègues du conservatoire de l'AFI, dont Powell Pogorzelski, donc c'est son directeur photo, avec qui il continue de collaborer toujours depuis. Et du coup, on va revenir rapidement sur ces courts-métrages ici. Alors, je sais que Julien, tu les as vraiment décortiqués en long, large, en travers. On vous renvoie vers le papier du coup disponible sur ta page PoPubic, où tu décortiques tous les cours un par un. Mais on trouve sur YouTube quasiment tous ces cours là, dont d'ailleurs quelques-uns sous-titrés en VF si vous avez besoin. Il commence avec un cours vraiment plus accentué horreur en 2008 avec Herman's Cure All Tonic, filmé dans une pharmacie. Ensuite donc le Strange Things About the Johnsons en 2011, qui se rapproche quand même, je trouve, dans ces thématiques. Après je laisserai la parole à Julien, quand même vachement de hérédité. Et ensuite, la même année, il réalise vraiment un très court-métrage de quelques minutes qui s'appelle TDF Really Works, qui est vraiment plus drôle et graphique, et qui utilise des éléments d'animation dont on reparlera sur Beau is Afraid. Et justement, la même année, il réalise un cours du nom de Beau, tout simplement, B-E-A-U, et en fait, qui reprend les quelques premières minutes du film Beau is Afraid. Donc on fera le parallèle aussi tout à l'heure. 2 ans plus tard, il réalise un superbe court-métrage muet, Munchausen, alors je le prononce peut-être pas très bien, que je trouve vraiment magnifique, donc avec juste une musique en fond, et pour moi c'est sa démonstration technique la plus remarquable, parce que là on a vraiment des superbes effets de montage, de mise en scène. Pour un jeune réalisateur, c'est vraiment stupéfiant, je trouve, à ce moment-là de sa carrière. Et ensuite, enfin, on a une espèce plutôt de... Je vois ça limite comme une trilogie, avec 3 cours, donc Basically The Turtle's Heads et C'est la vie, entre 2014 et 2016, tous les 3 filmés à Los Angeles, et qui ressortent vraiment le côté Los Angeles, dont avec une espèce de petit duo, C'est la vie et Basically, qui se répondent et qui se renvoient l'un l'autre. Je trouve que C'est la vie, c'est peut-être son meilleur court-métrage, et dont sur ces 3-là, on retrouve pas mal d'éléments de ces 3 autres films aussi. Du coup, Julien, tu veux peut-être revenir un peu là-dessus ? Ouais, bien sûr. Et je crois que sur les 3 derniers d'ailleurs, Basically, Turtle Z et C'est la vie, il est défini lui-même comme une trilogie pour le coup. Lui, il avait déjà ça en tête. Ok, d'accord. Bon, t'es pas loin, mais pour le coup.
Mais ouais, ces courts-métrages sont intéressants, même sans revenir dessus un par un. De manière globale, on voit déjà tout le cinéma qui va développer après, et on voit déjà quasiment tout Beau is Afraid dans ces 8 courts-métrages. Comme tu disais, le plus connu, ça a été The Strange Thing About the Johnsons, même si c'est son 2e court-métrage en soi. Il est trouvable sur YouTube, celui-là sous-titré. Et ouais, comme tu dis, c'est une histoire de famille terrible avec un inceste entre le père et le fils. Pas comme on le penserait. Et vraiment sur ce côté secret de famille, cette mémoire un petit peu qui reste et qui devient un trauma monstrueux au fur et à mesure des années. On a bien cette évolution. Ça commence vraiment quand, je crois, à l'adolescence du fils, jusqu'à son mariage et après le mariage. Et comment il y a vraiment tout qui est abordé. C'est pas uniquement le père et le fils. On voit aussi beaucoup la mère, beaucoup la culpabilité qu'elle va avoir, les relations entre les trois. Il y a vraiment ce côté famille qui va garder tout au long, le trauma familial qui va garder tout au long de ces films derrière. C'est bien dans Hereditary, dans Midsommar, dans Beau is Afraid. On trouve vraiment ces éléments-là à chaque fois. Et il y a aussi, c'est très horrifique. Il y a vraiment des scènes qui sont glaçantes. Je pense notamment à la scène de la salle de bain où le fils défonce la porte pour entrer devant son père complètement traumatisé. Mais on voit aussi un petit peu le côté absurde, déjà qu'il va retrouver plus tard avec Beau is Afraid. Parce que même si c'est horrifique, la manière dont c'est filmé, cette scène-là, il y a vraiment un très grand zoom, presque burlesque, sur le fils qui rentre, qui ouvre la porte d'un geste très théâtral. Donc on retrouve déjà un petit peu cette notion absurde qu'il va garder après. Et comme tu disais, le film majeur qui vient après, TDF Really Works, c'est drôle. C'est un court-métrage de 2 minutes sur une pompe à pénis, qui finit mal, c'est pas plus compliqué que ça. C'est très absurde, c'est très drôle, un peu gore, mais pas grand chose de plus à dire. Avec Beau is Afraid, ça va devenir intéressant, parce qu'on voit vraiment déjà que ce côté, encore une fois, le côté absurde est là. Le court-métrage Beau, c'est le seul que je n'ai pas pu voir, parce que justement il a été retiré par A24, du moment où le film Beau is Afraid a été annoncé, il a été retiré. Il est quand même dispo sur un site un peu obscur, je t'enverrai le lien si tu veux. Mais c'est vraiment... donc on retrouve l'acteur qui jouait le père de Strange Things About the Johnsons, et c'est vraiment exactement cette même scène de départ où il est dans son appartement, sa mère l'appelle, et il y a exactement la même idée avec les clés de la porte qui se font retirer, du coup la paranoïa qui va autour, et ça s'arrête quasiment juste à ce moment-là en fait. Ça dure une dizaine de minutes, et c'est vraiment quasiment les mêmes 10 premières minutes que le dernier film. Ok. Ah, donc vraiment, encore une fois, voilà, la pièce qui est là, et là on est en 2011, donc on est déjà il y a 12 ans. Et après, c'est là où il va vraiment commencer à maturer. Comme tu dis, Munchausen, c'est sûrement de ses plus aboutis. Enfin, en termes de cinéma, c'est dingue, ce qu'il arrive à mettre en 15 minutes. Lui-même le définissait comme un Pixar pour adultes. Et c'est vrai que toute la première partie, il y a vraiment 2 temps. Ça se concentre sur une famille, encore une fois, avec les parents et le fils qui vient juste d'avoir l'équivalent du bac américain, qui va partir à la fac. Tout est muet, on a vraiment une petite musique douce, vraiment comme la toute première partie de Là-haut, quand on voit juste... j'ai plus son nom, le couple, quand on voit toute leur histoire jusqu'à la mort de l'épouse. On a vraiment cette petite musique-là, toute douce, et on voit que la mère est déchirée par le départ de son fils, mais le laisse partir à la fac. Et en l'espace de 7 minutes, on voit ce moment de vie, du coup, le fils grandit, rencontre ce qui est d'abord sa copine, ce qui sera plus tard sa femme, est diplômé, et vraiment vit sa vie. Et on voit la mère qui est triste, et on a vraiment ce sentiment au début où on se rattache énormément à ce qu'elle pense, parce qu'elle revit des moments où elle rigolait avec son fils dans son canapé, et le montage est fait de telle manière que du coup elle a les mêmes scènes, mais avec son fils n'est plus là, et à la place elle a son mari qui dort, qui s'en fout un petit peu. On a vraiment un montage qui est super dynamique, qui est très technique, qui est très bien fait, c'est très très fluide. Et on va avoir du coup à milieu du court-métrage, le tournant, où elle a imaginé du coup tout ce que la vie de son fils pourrait être. Ça devient inconcevable, et c'est là où Munchausen va rentrer en jeu. C'est un vrai syndrome clinique pour le coup, où quelqu'un va vouloir empoisonner. Alors j'ai pas la définition exacte, donc à prendre avec des pincettes, mais c'est vraiment ce fait de préférer vouloir empoisonner, voire tuer quelqu'un, plutôt que de le voir partir. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, je pourrais aller sur Wikipédia. Mais la mère va faire ça du coup, plutôt que d'imaginer voir son fils partir, elle va décider de l'empoisonner, en regrettant assez vite, mais du coup le fils va rester, le médecin va venir, elle va finir par vouloir le soigner, mais il y a tout le regret qu'elle va avoir, et dans les 5 premières minutes du court-métrage, on a quand même cet attachement à se dire
étrangement, on peut la comprendre, même si l'acte est horrible derrière. Et c'est toute cette dualité un petit peu qu'il va garder ensuite dans les autres, dans ses films. Mais on a encore une fois un trauma familial, une histoire entre la mère et le fils, qu'on va retrouver dans tous les longs métrages. Et comme tu dis, après les trois derniers, Basically, Turtle Z et C'est la vie, ça forme une trilogie, même si Turtle Z est un peu à part. Je peux revenir sur lui rapidement. Ça se tourne un petit peu comme un film noir, pour le coup. C'est vraiment sur un détective qui va enquêter sur la disparition de son propre pénis, la réduction de son propre pénis au fur et à mesure du court-métrage. C'est absurde au possible, c'est extrêmement bien filmé. Les interventions sont très bien faites et il y a peu d'horreur dedans, à la limite un petit peu à la fin, rapidement, mais c'est drôle. Il est vraiment drôle au possible et quand on regarde, avec du recul, quand on regarde Hereditary et Midsommar, on se demande si c'est pas le même réalisateur parce que la technique est là, mais le thème est tellement différent, le ton est tellement différent que c'est intéressant à découvrir. Et comme tu dis, Basically et C'est la vie se répondent. Basically, c'est vraiment sur l'histoire une fille qui doit avoir la vingtaine, fille d'un couple très riche, et tout va se centrer... C'est un long monologue, en fait, qui va se passer sur plusieurs endroits dans Los Angeles, et on la voit au début avec sa mère en arrière-fond qui est complètement allongée dans le sofa, uniquement en train de râler. Et on va voir la fille qui va expliquer tout au long de sa vie qu'est-ce que c'est un petit peu au début d'être une fille de riche sur un ton très blasé, très condescendant. Et en s'adressant à la caméra. Exactement, en s'adressant à la caméra, c'est le plus important, t'as raison. Et on va avoir tout ce discours-là au début presque antipathique, mais plus ça va aller, plus ça va avancer, plus ça va devenir intime, et plus, la révélation à la fin est assez folle. On peut faire des spoilers autant, il est très rapide à voir, il dure un quart d'heure, il est vraiment intéressant. Et C'est la vie répond parfaitement, je trouve, parce que encore une fois, c'est un court-métrage centré sur une seule personne, qui va parler à la caméra pendant les 15 minutes, mais cette fois-ci on se base sur un SDF, et qui va vraiment parler à la caméra sur un long discours qui part un peu dans tous les sens. Et là, encore une fois, entre la narration, la réalisation et le discours, on va partir des fois dans du complotisme, on va assister à une scène de meurtre, il va derrière reprendre le rôle de la personne qui l'a tué pour pouvoir avoir accès à une maison, pour pouvoir ensuite dévaliser la maison. Et on voit vraiment la déchéance de ce personnage au fur et à mesure avec un discours qui des fois n'a ni queue ni tête. Et pareil, la révélation finale est en une seule phrase de plomb, te met les larmes aux yeux comme pas possible. Ouais. Et c'est vraiment là, c'était son dernier court-métrage, en date en tout cas. C'est ça. Et c'est une fois qu'on avait vu les 8, il y a tout son cinéma qui est déjà là. On n'a pas forcément l'horreur pure qu'on va retrouver avec Hereditary et Midsommar. On y retrouve un peu dans The Strange Thing About the Johnsons, de cette scène. Tout le reste, j'ai l'impression qu'on voit déjà Boys Afraid. Basically, C'est la vie, c'est le premier et deuxième acte du film, quelque chose près, où C'est la vie, cette histoire de clochard, ça peut littéralement être un des personnages du premier acte. Surtout que la ville, la façon dont la ville est filmée, la façon dont ces personnages-là sans domicile, ça foisonne, tout ça, on retrouve vraiment cette atmosphère, je trouve, dans les rues, tout ça, de C'est la vie par rapport à la première partie de Boys Afraid, ouais. Ah, complètement. Et Basically, on pourrait imaginer que c'est la fille du couple du deuxième acte, une fois qu'ils sont en banlieue, qui parle, pour le coup, simplement. C'est ça. Et les autres, vraiment, on retrouve, Munchausen, on va retrouver, une fois, cette histoire de mère-fils. Et tout le côté absurde des autres courts-métrages qui, en tout cas pour moi, faisaient pas forcément sens avec Hereditary et Midsommar, parce que vraiment, ils étaient décalés de niveau ton. Ouais, une fois qu'on voit Boys Afraid, on se dit qu'il avait fait tout ça pour faire Boys Afraid, presque. On en reparlera, mais je trouve ça intéressant, pour le coup, cette dissociation qu'il a fait entre ces deux premiers films et le dernier en date. Ouais. Bon donc voilà, on a fait en gros le tour des cours, en espérant que ça ait pu vous donner l'envie d'aller les chercher sur internet. Ils sont quasiment tous dispo. Et désolé du coup Arnaud sur cette petite partie. Non, mais t'inquiète, moi j'ai pris des notes et je me note d'aller les regarder justement après. Cool. Bon tant mieux. Et donc on peut enchaîner donc avec en 2018 Aster qui fait ses débuts au cinéma avec le film d'horreur
dramatique, on va dire, Hérédité ou Hereditary. Depuis tout à l'heure, moi je passe de l'un à l'autre, selon la version française ou non. Donc produit et distribué par le studio A24, dont je parlais tout à l'heure. Long métrage d'abord présenté en janvier 2018 au festival Sundance et qui sortira en salle à l'été 2018. Donc film qui met en scène Toni Collette, Alex Wolff, Millie Shapiro et Gabriel Byrne dans le rôle d'une famille hantée, on va dire, par une mystérieuse présence après la mort de leur grand-mère. Film acclamé quand même, je pense qu'on peut utiliser ce terme-là par la critique. Peut-être surtout la performance de Toni Collette, je pense, qui est particulièrement saluée. Et le film en tout cas est un vrai succès commercial. On est à plus de 81 millions de dollars récoltés pour un budget de 10 millions seulement. Et c'était encore récemment, alors avec Everything Everywhere All at Once, je ne sais pas où on en est, mais c'était encore récemment le film le plus rentable de A24. Donc voilà, pour une rapide présentation de Hérédité. Bon, du coup, on peut rentrer directement dedans. On a déjà commencé à en parler tout à l'heure, mais du coup, Arnaud, si tu veux te lancer sur le film, vas-y. Ouais, vous aimez bien les familles qui fonctionnent pas, je pense que c'est le film qu'il vous faut. En fait, après c'est vrai que enfin pas le problème, mais ce que j'identifie maintenant par rapport à vous, c'est que n'ayant pas vu les courts-métrages, je suis pas. Peut-être qu'il y a des choses en fait que j'aurais pu déceler si je l'avais fait avant ou même a posteriori par rapport à ce podcast. Mais en fait, ouais, on suit vraiment le quotidien d'une famille qui est perturbée par le décès de la grand-mère en fait de la famille, qui entretenait des relations assez particulières avec la plus jeune, la fille la plus jeune des deux gamins, qui s'appelle Charlie, et qui est jouée du coup par une actrice qui souffre vraiment d'une maladie en fait qui déforme un peu le visage, et qui a du coup déjà une tête qui naturellement en fait t'interpelle, parce que c'est vraiment assez particulier à décrire en fait, et tu sens en fait après, donc au-delà de son physique un peu atypique, par sa présence en fait, qu'il y a quelque chose qui se trame, quelque chose qui est pas net en fait. Et en fait tu vas vraiment voir parce que donc la mère elle construit des maquettes en fait, des miniatures, donc elle a un projet important qui lui est commandité pour une exposition, et donc elle essaie de travailler dessus. Le mari, c'est peut-être celui qui essaye d'avoir le plus la tête froide et de gérer en fait un peu la structure familiale sans jamais forcément réussir. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est qu'il il est question d'une présence peut-être qui hante les choses, puisque en fait la mère essaye la mère va essayer de renouer le contact avec sa fille, puisque ce qui se passe en spoiler, c'est qu'au milieu du film, la gamine Charlie en fait meurt décapitée dans un accident de route, mais c'est dit comme ça a l'air mine de rien, mais c'est vraiment un moment qui est un moment de choc en fait. Vraiment, c'est ton premier grand choc, puisqu'en fait toute la première moitié du film en fait, avant ce passage là, te montre juste en fait que c'est une famille un peu lugubre en fait, qui est hantée par le décès de la grand-mère, mais qui et avec beaucoup de choses qui sont pas dites en fait entre le fils et sa mère, entre le fils et sa sœur aussi, qui a beau vouloir l'aimer d'un amour fraternel en fait, est gênée parce que oui, elle est bizarre en fait, pas seulement avec son allure et son attitude. Enfin, elle fait des poupées cheloues. Tu vois qu'il y a quelque chose qui est pas clair, et puis en fait il l'entraîne il l'entraîne malgré lui dans une soirée à lui, parce que sa mère l'oblige à sortir sa sœur, et en fait vu qu'elle mange un gâteau en fait avec je sais plus, c'est des arachides en fait qu'elle est allergique, et la gamine commence à s'étrangler, et donc pris de panique, il la remet dans la voiture parce que il faut lui donner ses antihistaminiques, ce genre de choses là, et sauf que elle essaie de respirer par la fenêtre, et tu vois en fait qu'il y a juste un plan très vif sur un poteau qui se rapproche, et puis après en fait tu vois pas du tout
le fait que la gamine s'est fait décapiter, tu vois juste que le gamin regarde dans le rétroviseur, puis il roule sans dire un mot, gare la voiture, va se coucher. Et puis en fait, il y a un fondu enchaîné en fait sur le fait que le jour se lève, et là tu entends le hurlement de la mère qui vient de se lever et découvre en fait voilà le corps décapité de sa fille dans la voiture. Et puis après tu as un plan absolument sinistre sur la tête de la gamine qui est sur la route. Donc après, en fait, voilà, c'est que c'est un drame familial, parce que je vais pas tout raconter si jamais il y en a qui veulent regarder le film aussi, mais en gros, ça commence vraiment comme un drame familial, puis à partir de ce moment-là, ça va basculer dans l'horreur avec cette mort, puisque ensuite, la mère désespérée essaye en fait, rencontre une dame dans un groupe de parole pour des gens qui sont en deuil, et en fait, rencontre une dame qui lui dit qu'elle réussit à communiquer avec son mari décédé, donc en fait, elle va essayer de faire la même chose pour pouvoir communiquer avec sa fille. Les séances de spiritisme vont donner des résultats et elle va essayer d'impliquer tout le reste de sa famille. Après, ça part crescendo dans de la possession, dans de l'horreur pure et dure, dans quelque chose d'hyper sinistre et qui te met tes nerfs à vif jusqu'au dénouement final. Il y a peut-être juste la toute dernière scène qui explique un peu plus, enfin qui explicite en fait ce qu'on vient de voir, qui peut-être casse un peu je dirais toute la tension qu'il y a eu en te rationalisant un petit peu trop justement explicitement en fait c'était quoi toute l'histoire, mais qui te pousse aussi en fait à revoir le film après avec pas mal de détails nouveaux que tu as en tête, et tu vois que depuis le début, depuis les premières scènes, notamment avec les miniatures en fait que construit la mère, en fait il y a plein d'indices qui te sont donnés sur la tournure de ce qui va se passer, et je trouve que ça rend parfois même le revisionnage encore plus intéressant à revoir. Donc voilà un petit peu, et après en termes de thématique, c'est des choses qu'on va retrouver dans Beau et dans Midsommar, à savoir il y a quelque chose sur l'impuissance en fait parce que les personnages masculins en fait dans ce film-là ne servent à rien, enfin ne sont que des victimes vraiment au sens propre, au sens figuré de tout ce qui leur arrive, et c'est presque terrible même pour le père de famille qui lui essaie juste d'être un bon mari et un bon papa dans cette structure familiale. Il y a thématique évidente aussi justement sur la structure familiale en tant que telle, sur les non-dits, c'est ce que tu disais avant avec les courts-métrages, voilà, sur les secrets de famille en fait qui viennent te hanter jusqu'à venir te hanter littéralement, et puis après qu'est-ce que je pourrais dire, et puis il y a un truc avec les mamans décapitées qu'on reviendra qu'on reverra en fait dans Beau is Afraid. J'ai trouvé qu'il y avait je sais pas, ce truc là qui revenait souvent avec la décapitation et les mamans. Donc voilà un peu ce que je peux en dire. Je sais pas si vous voulez développer sur 2-3 aspects. Ouais, alors si tu me le permets, pour l'avoir revu la semaine dernière, je pensais aussi comme toi que la mort de Charlie arrivait à peu près à la moitié du film, et en fait j'ai été surpris de revoir, parce que c'est un film que j'ai pas autant vu que Midsommar et que je connais moins par cœur, on va dire, mais j'étais surpris de me rendre compte qu'en fait Charlie meurt au bout de 35 minutes sur les 2 heures. Et j'avais oublié à quel point le reste du film portait autant sur la relation, et je me rends peut-être d'autant plus compte maintenant, après l'avoir revu après Beau is Afraid, que le film portait autant sur la relation entre le fils et la mère en fait. Parce que la scène du repas, je l'imaginais beaucoup plus tard dans le film, la scène du repas, mais en fait elle arrive pile à la moitié du film, au bout d'1 heure. Et je voyais ça aussi moi en décalé par rapport à ça, et en termes de rythme, il y a un truc qui fonctionne vraiment très très bien sur ce film, je trouve. Au début on se demande un peu ce qu'on fait là, où on va et tout, et la bascule se fait, donc voilà, s'opère au bout de un quart du film, et après on se laisse porter par tout ce truc là. Je l'ai pas précisé tout à l'heure aussi sur la présentation du casting, je n'ai parlé que des 4 membres de la famille, mais on a aussi l'incroyable Anne Dowd, je ne sais pas trop comment ça se prononce, je suis désolé, qui joue donc Joanne, la nouvelle amie de la mère, qui était une des superbes actrices de la série The Leftovers aussi, que moi je connais là, de ça, et qui joue aussi dans une série assez connue là, ces dernières années. The Handmaid's Tale. C'est ça, merci. Oui, Ouais, je n'ai pas regardé, mais je sais que... Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, voilà. Très très grande actrice.
Et sur les thématiques, ouais, t'as déjà commencé à aborder pas mal de choses sur ce film-là. Et pour remettre dans le contexte, avant de te laisser la parole, Julien, tout à l'heure je précisais 2018, je disais la montée de. Moi, je commençais vraiment à m'intéresser au cinéma à 24, mais je trouve aussi que à l'époque, on était aussi en pleine grosse bourre, quoique toujours pas passé, je trouve, mais Blumhouse et tout ce cinéma-là d'horreur. Plus classique, sans aspect péjoratif, mais plus simple. Bah, c'est ce côté train fantôme en fait. C'est de ça, Blumhouse, exactement. C'est vraiment, c'était Exactement. 2018, t'avais quand même eu la dose des Paranormal Activity à la Exactement. con, des The Purge et tout ça en fait, du cinéma, vraiment de l'horreur. Sans, alors pareil, sans jugement de valeur, même si je trouve que c'est souvent une horreur, hélas, qui pêche un peu en termes de qualité, souvent d'écriture et de réal, quoi, mais une horreur un peu grand public, on va dire, un peu casual en fait. Générique, pour des gens qui veulent voir des cinémas d'horreur, mais sans trop avoir peur non plus, et qui est clairement C'est destiné à un popcorn. public, je dirais un public un peu adolescent, tu vois, par défaut, mais c'est pas de la faute du public de ça. Je pense que c'est vraiment la façon dont les studios en fait conçoivent un peu ce type d'horreur. Et donc effectivement, en réponse avec A24, t'as eu et déjà avec Get Out en fait l'année d'avant, 2017, t'avais un peu cette vibe de ce qu'on appelle maintenant un peu pour se moquer l'elevated horror, mais qui est vraiment effectivement un genre horrifique qui est juste plus travaillé à la fois sur l'image mais aussi sur le propos en fait, et sur les histoires qui sont racontées avec. Exactement. Ouais. Parce que du coup, si on m'avait dit voilà de la possession, des choses comme ça à ce moment-là dans un film d'horreur, tout de suite je me serais attendu à quelque chose de beaucoup plus conventionnel, et c'était une grosse surprise sur ce niveau-là, en tout cas personnellement. Après, elevated horror, c'est pas un terme que j'apprécie forcément. Je pense qu'à un moment, justement, après Get Out, il y avait comme ça une étiquette à poser sur peut-être que journalistique ou autre pour ce genre de film, mais un label, mais dans tous les cas, voilà, Astor a tout de suite su s'imposer grâce à ce premier film sur un cinéma qui présente d'autres choses, en tout cas sur l'horreur à ce moment-là, et je trouve que ça fait vraiment très très plaisir. On avait déjà parlé ici de Robert Eggers aussi. C'est marrant parce qu'ils ont à peu près voilà le même genre de carrière en parallèle, je trouve. Et puis ils ont commencé en même temps du coup. Exactement, d'ici quelques années, je pense que ce sera intéressant de comparer leur cinéma. On pourrait même parler de Jordan Peele aussi là-dedans, un de ces quatre, mais voilà, c'est ces carrières-là que je trouve très intéressantes depuis quelques années, et qui gèrent justement ce genre d'horreur différemment, parce que la possession, enfin il y a certains aspects, voilà, la mère qui grimpe au mur sur la fin du film et tout, ça aurait pu être vraiment très casse-gueule, quoi, trop classique, déjà vu, enfin voilà, tous ces aspects-là, jusqu'à la dernière scène. C'est un anti-Conjuring en fait, vraiment. Ouais, exactement, tout simplement. T'as quand même des choses qui se retrouvent vachement là-dedans, sauf qu'au lieu d'en faire vraiment un train fantôme, c'est ça, où au final tu finis par ne plus avoir peur parce que tu vois trop les grosses ficelles de l'attraction qu'on est censé te proposer. Bah, là tu te chies dessus parce que t'as vraiment quelqu'un avec sa caméra qui veut te faire peur, et qui réussit même peut-être à te déstabiliser avec le montage ou avec certains plans, tu vois, enfin là dans Hérédité, clairement, enfin le jeu de Toni Collette, c'est toujours un scandale qu'elle n'ait pas eu une nomination aux Oscars pour ça, parce qu'elle est ouf ici, mais elle a plusieurs scènes mais qui sont vraiment incroyables. Enfin là tu disais la scène du repas en fait, voilà, une scène de dispute, mais celle-là elle est terrible. T'as aussi la scène où elle se tient face à son gamin qui dort en lui disant ouais j'ai pas voulu de toi, et enfin elle lui dit un truc absolument horrible, et après elle le rattrape comme si elle l'avait vomi en fait, et puis d'un coup elle commence à partir en rire et en flammes littéralement, enfin, tu vois, et ça s'enchaîne, et c'est d'une violence en fait psychologique, c'est une violence visuelle, et ça vraiment ces éléments là en fait qui font que en tout cas la première fois que tu le vois, t'es déstabilisé complètement en fait, t'es plus du tout, alors qu'avec les films d'horreur plus classiques, on va dire, et plus sur des rails, bah justement tu sais très bien ce qui va se passer, et tu t'attends à ce que tu vas voir, alors que là je pense que t'es pas du tout sur cette même approche. Non, c'est ça. Puis même je rajouterais pour le coup on va dire l'horreur classique,
pour aller plus vite. Bah, même sur des Insidious, des Conjuring qui, moi j'apprécie, qui ont des trucs bien, tu attends le jumpscare. Pour le coup, à chaque fois, t'attends le moment où tu vas avoir peur, tu sais que tu repars pour 20 minutes, il fait nuit, tu sais qu'il va se passer un truc. L'impression que j'ai eu avec Hereditary, c'est vraiment que pendant 2h10, tu attends le jumpscare et le moment qui va faire peur, alors qu'en fait, t'as un malaise permanent. Avec des images ultra choquantes, mais il n'y a aucun jumpscare qui vient. Même si quand Charlie, la fille, se fait décapiter, je revois la salle de cinéma retenir, faire le d'un seul coup. Ouais. Mais il y a ce côté, on attend le jumpscare qui ne vient jamais, et on est en malaise pendant 2h10. Ouais, et puis il présente un type d'horreur du quotidien beaucoup plus classique là-dedans. Finalement, la scène la plus horrible du film, c'est juste un accident de bagnole commun, sans... Enfin voilà. Et bon, je pense qu'on a peu l'habitude de voir ce genre de choses. Et c'est ça aussi qui surprend vraiment, je trouve. Et c'est quelque chose qu'ils voulaient en plus, même au niveau du production design, en plus de toutes les miniatures. C'est Grecian qui a fait ça, des production designer sur le film. Et Ari Aster lui a dit explicitement, on va construire la maison pour avoir une maison de banlieue. Ça reste une belle maison, pour le coup, mais elle n'est pas décrépite, elle a rien de spécial, c'est une maison de famille, pour le coup. Le père est psychiatre, elle a fait des expositions, donc c'est cohérent. C'est une maison lambda, d'une famille lambda. Donc ça rajoute encore au côté... Ouais, c'est une histoire qui est arrivée à tes voisins, pour le coup. C'est ça qui est terrifiant, je trouve. Ouais. Et puis il a un sens de... Alors on n'a pas trop détaillé sur les cours non plus, mais il a un sens de la géographie, je sais pas comment le dire autrement, mais en termes de mise en scène, il arrive à... On s'y voit dans cette maison, on arrive à repérer quelle pièce est à côté de quelle pièce, et les miniatures aident du coup, d'autant plus, mais on s'y perd un peu à un moment. T'as plusieurs passages où il joue même en fait sur les plans, à tel point que tu sais pas si t'es dans la miniature ou dans la maison réellement, et ça, comme dit, c'est quelque chose que tu voyais déjà dans les trailers et qui moi m'avait bluffé immédiatement. Parce que tu voyais ce jeu d'échelle en fait et de mise en abîme en fait du décor que je trouve absolument fantastique d'un pur point de vue, vraiment juste à analyser visuellement en fait. Et d'ailleurs, c'est marrant de voir qu'il se repose, il aime bien comme ça utiliser des talents d'autres personnes, d'autres métiers, parce qu'on retrouvera l'animation dans Beau is Afraid sur toute une partie après, et là cette partie-là miniature, c'était super intéressant à ce moment-là. Sur le sound design, il s'éclate aussi avec le fameux bruitage de la bouche de Charlie qui fout la flip avec un détail aussi simple. C'est un bruit qui est agaçant en fait. C'est ce qu'on appelle les dead noise, tous les petits bruits que tu peux faire avec ta bouche, des reniflements, des trucs comme ça. Et ça c'est vraiment un bruit qui agace très très rapidement. Donc en plus quand tu l'as dans ce contexte, c'est associé au décès de la gamine, au fait qu'elle était quand même bizarre et qu'elle te mettait déjà mal à l'aise en fait, même si tu le voulais pas. C'est juste que c'est une gamine qui te met un peu mal à l'aise. Alors quand tu réentends ce bruit dans le contexte du film, avec aussi la culpabilité du fils qui s'en veut à mort forcément de l'accident qu'il a provoqué. Enfin c'est que un simple bruit désagréable d'un coup te met dans une tension absolument insupportable. Et puis il le fait avec parcimonie. Vraiment, il aurait pu l'utiliser beaucoup plus, mais c'est vraiment juste par coup. Comme tu dis là, quand le frère va être en classe et d'un seul coup il entend ça, tu peux sentir sa tension. Il envoie valser le bureau d'un seul coup. En un seul, t'es pareil que lui au final devant ton écran. Ouais, c'est ça. C'est terrible. Et du coup, sur les aspects qui m'ont peut-être un petit peu moins plu sur ce superbe film... Oui, parce que t'as dit que le film n'était pas parfait, alors ça, par contre... Explique-toi. Je comprends pas, quoi. En fait, je le trouve, malgré tout ce dont on a parlé là, je crois que je suis ressorti de là avec une espèce de sentiment de me dire, là, en tout cas la première fois, qu'il aurait pu aller plus loin. Il aurait pu peut-être plus se lâcher. Alors, est-ce que c'est de la production? Est-ce que c'est parce que c'est son premier film? Je sais pas, mais j'avais envie qu'il en rajoute en fait, qu'il nous emmène un peu plus loin, aussi bien sur la durée que dans certaines thématiques. Même au niveau de la musique est superbe, mais il y a plusieurs passages où j'ai envie que, allez-y. Typiquement,
la fin de Midsommar, c'est 9 minutes de musique ou 10 minutes quasi non-stop où ça va très très loin là-dessus, sur des scènes qui vont aussi très très loin. Et je trouve qu'il manque, c'est peut-être le folklore de Midsommar qui fait ça, et le côté jusqu'au boutiste de Boys Afraid qui me donne cette idée-là, mais j'aurais espéré qu'il aille peut-être un peu plus loin dans certains trucs sur ce film-là. Il me semble un peu, voilà, 2 heures resserrées, et c'est hyper efficace, et ça c'est sûr, et peut-être que du coup à l'inverse on pourrait se dire qu'il allait trop loin sur les 2 autres, mais moi j'aurais aimé qu'il puisse peut-être un peu plus se lâcher sur celui-là, voilà, c'est tout. Après c'est vraiment pour chipoter, c'est un avis purement personnel, mais voilà. Bah, tu vois, moi pour le coup je trouve que c'est ce côté concis moi ça reste mon préféré des 3 pour l'instant. Ouais, ok. À voir Boys Afraid, je l'ai vu une fois, c'était une semaine, donc Hereditary c'était il y a 5 ans déjà. Mais je trouve ce côté concis justement ultra efficace, alors que sur le papier, c'est peut-être le plus conventionnel. C'est un drame familial avec une histoire un peu surnaturelle à la fin. Ouais. Comme on disait, c'était des trucs presque à la mode à l'époque. Lui, il a fait d'une autre manière. Mais plus je le revois, plus il y a de niveaux de lecture, je trouve. Et plus il y a une maîtrise technique qui est impressionnante. Il y a tout un jeu sur tout ce qui se passe hors champ pendant le film qui est fabuleux. Bah, comme tu disais Arnaud, quand la mère Toni Collette voit le cadavre de sa fille dans la voiture, on ne voit rien au début, on a juste le fils qui est allongé, on entend un hurlement et d'un coup ça switch directement sur la mère qui est en cambrée comme pas possible, qui hurle, enfin... Mais toute la première partie est hors champ, la mort de Charlie est hors champ, t'as pas mal de scènes comme ça au final, tout est dans l'imagination, tout est dans le sound design aussi du coup, qui est vraiment balèze du coup, tout est un jeu de caméra, tout est un jeu de son. C'est là où je trouve que par exemple sur Boys Afraid, on en reparlera, mais il a perdu un petit peu ce côté-là, où là du coup, de faire moins, on imagine plus, pour le coup. Et ce que j'ai bien aimé moi après, c'est le côté l'analyse qu'on peut en faire, où plus je le revois, plus je me demande au final si c'est vraiment un film il y a forcément un sous-texte et des métaphores, etc. Mais est-ce que c'est vraiment une malédiction qui se transmet un petit peu de mère en fille, ou en tout cas une malédiction, ce besoin d'invoquer ce démon qu'ils invoquent à la fin, qu'ils mettent dans Charlie, qui finalement va aller dans le frère pour devenir le Paimon, ou est-ce que c'est juste une grande métaphore sur la perte, sur le trauma, sur comment tu gères ça, et comme vous disiez, la première scène du film, c'est vraiment, on part sur la miniature de loin, et on zoome jusqu'à arriver dans la chambre du fils, et on commence directement sur l'enterrement de la grand-mère. C'est même la toute première image du film, c'est la nécrologie de la grand-mère. Donc on sait dans quoi on s'embarque. Donc c'est un film qui va parler du trauma et du décès. Et de faire ça, et je pense que c'est quelque chose qu'il a développé après, c'est qu'au lieu d'avoir l'histoire développée, on a l'émotion qui est développée. Je vais essayer d'expliquer ça comme je peux, mais il y a un peu un côté surréaliste, je pense, qui se met en place où c'est pas exactement ce qui s'est passé dans la famille à la fin. Par exemple, il n'y a pas eu de possession, le mari n'a pas brûlé, ce genre de choses, on pourrait l'interpréter simplement où la famille a complètement explosé, la mère est partie dans un côté « faut que je fasse vivre le souvenir de ma fille à tout prix », quitte à se rendre compte à la fin que non, ce n'est pas sain, j'ai quand même un fils à côté à m'occuper. Il y a quand même un truc à la fin où la mère veut rattraper le fait d'avoir rappelé l'esprit. Elle fait flamber complètement son mari. Pareil, ça peut être aussi interprété d'une autre manière. Mais j'aime les deux interprétations. Si c'est du surnaturel, c'est du surnaturel parfaitement fait. Une fois que la mère est possédée, on a des scènes qui sont absolument terrifiantes. La scène du grenier où elle se tape la tête contre la porte du grenier. Oh là là, ouais. Ah ouais. Je l'ai encore en tête. Le fils qui se retrouve là-haut, qui commence à voir des personnes de la secte complètement à poil dans le grenier pour X raisons, jusqu'à aller dans la cabane. Et la cabane finit comme le début, au final on se recule. Il n'y a plus rien, c'est l'intérieur de la cabane avec du noir tout autour. On a l'impression de revoir une miniature. Donc je trouve que il y a des 2 niveaux de lecture et les 2 sont très bons. Si c'est un film purement surnaturel, pour moi il est parfait, pas loin d'être parfait dans sa manière de faire. Et si on passe sur l'autre côté, c'est un film exceptionnel sur le trauma. Sur le trauma, qu'est-ce que c'est de perdre sa mère, qu'est-ce que c'est de perdre sa fille, sa sœur. C'est là où je trouve qu'il est vraiment balèze comparé aux autres, qui sont excellents aussi, mais c'est là où il m'a le plus marqué. Ouais, ok. Et pour finir là-dessus, est-ce que ça t'embête, toi, du coup, tout à l'heure, tu t'en parlais un peu, Arnaud, cette toute dernière scène, toi ? En fait, c'est juste que elle est... En fait, t'as compris
que en fait un piège s'est refermé sur toute la famille, par les membres en fait de cette secte païenne en fait qui était amie avec la grand-mère, et tu as assez d'indices en fait pour savoir que tout en fait que limite tu as presque un côté un peu tout était lié depuis le départ, enfin tout était prémédité. Et le fait est que entendre en fait les cultistes en fait dire vraiment nous t'avons invoqué toi, tu vois en fait, de dire genre en fait tu pouvais je pense que tu pouvais juste avoir la même scène mais sans dialogue en fait, Oui. sans ces dialogues où tu les voyais juste en train de prier et avec les cadavres décapités donc des femmes. Ouais, des femmes en fait de cette j'allais dire c'est pas une dynastie quoi, mais vraiment de cette lignée, lignée. Et je pense que tu faisais je pense que toi-même en tant que spectateur t'as compris, t'as pas besoin en fait d'avoir quelqu'un qui t'explique vraiment tu t'as capté en fait, c'était en fait le but de tout ça c'était d'invoquer le démon pour qu'il vienne apporter son règne apocalyptique sur Terre, et ils ont réussi au final. Je sais pas. Ouais, effectivement, et en plus le nommer, et puis je pense que c'est déjà assez flippant de retrouver à ce moment-là donc le personnage de Johan, c'est ça je crois, l'ami de la grand-mère, et de retrouver aussi hyper intéressant, parce que je crois que je pense que je m'en étais pas rendu compte au premier visionnage, de retrouver le monsieur qu'on voyait je crois à l'enterrement. Il y a une tête comme ça familière, un visage d'homme qu'on retrouve au tout début du film et à la toute fin, qui vient vraiment boucler la boucle pour te dire que c'est pas impossible. Ouais, non, bien sûr, mais c'est ça, c'est que quand tu revois le film, en fait, tu vois vraiment qu'il y a quand même plein de détails qui étaient placés très rapidement, et que tu peux pas capter, en fait, si t'as pas déjà vu le film une première fois, mais qui te montre que dès le départ, que dès la mort de la grand-mère, en fait, le piège s'est déjà refermé. Alors, effectivement, t'as le... comment dire, le contretemps dans leur plan, c'est que je crois qu'ils avaient pas prévu que Charlie meure. C'est ça. Mais finalement, il se rattrape bien au final. Je trouvais ça intéressant du coup que Charlie meure. T'as le côté encore sur comment il traite la femme dans le film, où au final elle est pas très bien représentée. Parce que comme tu dis, à la fin, c'est les deux seuls qui finissent décapités, c'est les deux femmes. Ou en tout cas, non, décapitées pour le coup, j'allais dire défigurées, mais non. Et au final, l'esprit devait être dans Charlie, mais ça donne le côté, elle était dans une fille, du coup faisons-la posséder le frère, et là du coup c'est bon, on peut faire un bon réceptacle pour le démon. Donc c'est vraiment jusqu'au bout. La place de la femme, c'est pas ça quoi dans cette histoire-là. Et tout passe par les femmes en plus. Ouais, bien sûr. Et en même temps, enfin, c'est vrai qu'elles finissent mortes techniquement. Mais je veux dire que si c'était pas elle, enfin bon, t'as quand même le fait que celle qui dirige les opérations, c'est Joanne, hein, c'est une femme aussi quand même. C'est vrai. Et voilà, le fait c'est que même si le démon s'incarne dans le corps du fils, tout le long du film, c'est ce que je disais avant, c'est qu'il a été qu'une victime en fait, mais vraiment il a fait que subir, et même si on va dire que peut-être sur la symbolique, oui, effectivement, c'est un mec en fait qui est couronné. Faut voir par quoi il est passé, et l'autre personnage masculin, c'était le père, et puis le père pareil, c'est enfin en termes de miskin quoi, le gars se fait balader dans tous les sens et finit brûlé vif directement. Enfin, tu vois, c'est alors qu'il essaye d'aider. À la fin, il essaye d'aider, d'être compréhensif. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est vrai que si au final les trois générations de femmes en fait finissent toutes dans la même situation, c'est quand même elles qui ont permis en fait que tout se fasse. Donc je sais pas, c'est vrai que c'est assez ambigu au final sur le message, parce que en tout cas je trouve que par rapport à Midsommar aussi, les deux se répondaient bien dans une thématique de vraiment les mecs tous des merdes, et le troisième aussi quelque part est quand même c'est un peu anxiété masculine the movie, tu vois, donc il y a quand même un rapport d'Ari Aster à ce qu'est la masculinité, ou qu'est-ce que c'est d'être un homme au 21e siècle, qui à mon avis fait que lui-même en fait peut-être se sent pas très bien en fait dans sa place de mec dans cette société, tu vois. Je pense. Tu peux imaginer un petit peu ce qui a pu se passer dans sa famille, le modèle qu'il a pu recevoir. J'ai vu zéro interview, mais tu vois comment il dépeint l'homme et comment il dépeint la mère. Ouais, j'imagine qu'il a
Ouais, il a des bails de terre. De toute façon, enfin, moi, ce que je m'étais dit en sortant de Boys of Rest, c'est bon, c'était mortel, tu vois. Bon, maintenant, Harry, faut aller consulter. Hein. Ouais, voilà. Ça va pas, hein, parce que là, il y a clairement, il y a quelque chose qui va pas bien chez toi. Hein, et je comprends. Faire la thérapie, là. Mais faut que tu fasses ta thérapie autrement qu'en faisant des films aussi. Hein. Après, c'est normal. L'art, c'est salvateur. Mais clairement, oui, t'identifies quand tu vois tout ce par quoi ça filme au passe. Effectivement, tu sens qu'il y a des et là, je veux pas en rire, mais qu'il y a sûrement, oui, des douleurs familiales, en fait, qui veut exorciser, en fait, par le cinéma. Ouais, c'est sûr. Et ben du coup, je pense qu'on peut passer sur le film suivant. Après d'avoir parlé de la mère de Astor, on peut parler de son ex-compagne, peut-être, je sais pas, mais en 2019, il enchaîne. À moins que vous aviez quelque chose à rajouter sur Hereditary ? Non, à part que c'est le feu de Dieu et qu'il faut absolument le voir et que Quentin, tu es dans le tort. Voilà, tout simplement. Tout pareil. Je vais essayer d'expliquer pourquoi j'aime tant Midsommar, mais en 2019, seulement un an plus tard, Astor sort son deuxième film, donc toujours dans un registre horrifique, mais avec une approche totalement différente, Midsommar, donc également produit et distribué par A24, avec cette fois Florence Pugh en vedette, donc un film sur lequel on va suivre un groupe d'amis qui se rendent en Suède pour un festival qui a lieu une fois tous les 90 ans, et qui vont se retrouver au milieu donc d'un culte païen. Donc film qui sort à l'été 2019, qui reçoit une critique plutôt positive quand même, peut-être pas si dithyrambique que le précédent, mais plutôt largement positive, je pense. Il y a beaucoup de gens qui ont surtout salué la réalisation de Astor et la performance de Florence Pugh sur ce film-là. Petite particularité par rapport aux deux autres, enfin quoique on en reparlera tout à l'heure pour Boys Afraid, mais celui-ci dispose de deux versions différentes, une version cinéma de 150 minutes et une version Director's Cut de 170 minutes, qui ressortira quelques mois plus tard en DVD Blu-ray. Ouais. La version longue avec 20 minutes de plus. À la ramasse en fait. Je suis désolé. Ah donc t'as pas vu la version longue, tu penses ? Bah non, j'ai pas vu la version longue. Bah elle était déjà bien longue, la version cinéma. Ouais. Donc qu'il y avait une Director's Cut. La Director's Cut dure 3 heures. Maintenant, quand tu veux télécharger le film, t'as surtout accès à la Director's Cut en fait. Ouais. Donc pour son travail sur ce film-là, Astor reçoit une nomination pour le meilleur scénario au Gotham Independent Film Awards. Je le précisais tout à l'heure, mais super musique de Bobby Krilic sur ce film-là, donc il s'appelle The Axe and Cloak en tant que artiste, qui reviendra d'ailleurs sur Boys Afraid, mais qui n'était pas là sur le précédent, et que vous avez peut-être entendu récemment sur la série Beef de A24 aussi, et qu'on entendra. Ouais, c'est lui aussi, c'est ça. Et qu'on entendra prochainement pour parler super-héros, et là c'est un peu la surprise pour moi, qu'on entendra sur Blue Beetle. Je suis pas sûr de comprendre ce qu'il va faire là-dessus, mais je suis curieux. Alors je pense qu'il aime l'argent aussi. Ouais, aussi, je pense que voilà, de temps en temps, il y a un autre projet. C'est one for them et one for me, hein, tu sais, il y en a beaucoup qui travaillent comme ça en fait. Ouais, bah alors, parce que ce qui est surprenant, c'est que pour l'instant, il n'avait pas encore fait de job de ce style-là, mais bon, on verra ce que ça donne. Et en tout cas, je le précise parce que je trouve que ça apporte vraiment beaucoup à ce film-là, l'ambiance musicale. Donc voilà pour une petite présentation rapide de Midsommar. Donc je le disais tout à l'heure, pour moi c'est celui que je préfère, même si je comprends que c'est peut-être pas le meilleur, le meilleur étant vraiment clairement Hérédité, mais Midsommar c'est peut-être celui qui me parle le plus, je sais pas, qui est donc plus axé sur les problématiques de couple autour du personnage de Dany, donc interprété par Florence Pugh, mais qui a bien évidemment aussi des gros problèmes familiaux qui donc interviennent très tôt dans le film, avec cette introduction vraiment incroyable, je trouve. Je pèse pas mes mots, enfin j'ai pas des termes que j'utilise souvent, mais pour le coup moi c'est vraiment quelque chose qui m'a retourné à l'époque, qui me retourne toujours autant. Je trouve que c'est vraiment grandiose cette introduction, et donc film qui a la particularité je pense que vous l'avez déjà vu si vous nous écoutez, mais film qui a la particularité d'être
quasiment que de jour pour un film d'épouvante de ce style-là, d'horreur, parce que donc sur ce festival païen, sur donc plus des 2/3 du film, on est en pleine journée tout le temps, parce que il y a pas de nuit à ce moment-là, et donc particularité hyper intéressante je trouve sur ce film-là, qui est aussi plein de substances. Il y a pas mal de drogue et du coup d'hallucinations et de scènes complètement comme ça hallucinées, et qui va comme ça pouvoir à partir du moment où on arrive sur le festival, proposer des choses complètement ahurissantes, je trouve, visuellement, et dans une violence qu'on n'a pas l'habitude de voir, pas tant que c'est plus violent ou moins violent qu'autre chose, mais que d'autres films, mais c'est vraiment une approche totalement différente, je trouve, avec une des premières morts qui se passe devant les yeux donc de ces spectateurs-là, et qui, comme dans ce culte-là, c'est quelque chose de commun, qui en fait fait partie du décor et d'un rituel, et hop, on continue, on enchaîne avec un repas et tout ça, et on est dans une ambiance malsaine tout du long comme ça, avec les problématiques d'anxiété et autres du personnage de Danny, qui je trouve nous touche beaucoup, qui est entouré de mecs vraiment tous plus pourris les uns que les autres, avec en premier lieu son petit ami, donc qui incarne vraiment voilà, qui a l'air tout sympa comme ça au premier abord, et qui est d'ailleurs, je trouve, très bien joué par cet acteur-là dont je n'ai plus le nom, je suis désolé. Will Poulter. Et c'est ça. Non, son mec, tu sais. Non. T'as envie de dire ça. Jack Reynor. Jack Reynor, c'est ça, merci beaucoup. Will, c'est le pote Adam Warlock, là, c'est le pote. Alors lui c'est celui qui se cache le moins d'être un connard en fait. Mais il y a tout un truc où eux vont penser à leur thèse, et on est emmené pour moi c'est un vrai voyage ce truc. Alors il faut être dans l'état d'esprit quand même pour voir ou revoir ce film là, peut-être d'autant plus en version longue, mais c'est un vrai voyage, je trouve, et avec une fin complètement hallucinante et hallucinée, qui parle de plein de thématiques et qui est bourré d'indices, et je finirai là-dessus, aussi visuel, tout le long du film, avec tout le monde est au courant je pense depuis, mais avec cette fresque au début qui ouvre le film, en fait, qui nous présente tous les éléments du film qu'on va voir par la suite, et qu'on va retrouver sur les murs de l'endroit où ils vont loger, et avec ce village comme ça créé, magnifique, avec des bâtiments bien particuliers, la façon dont ils sont agencés, les tables, enfin tout ça qui crée tout un monde comme ça. On parlait tout à l'heure des miniatures du précédent et des scènes d'animation du suivant, mais il y a aussi comme ça tout une amour pour comme ça les décors, et qui fonctionne très très bien, je trouve. Et c'est vrai qu'on se perd peut-être un peu en longueur sur certains passages, d'autant plus sur la version longue, parce que autant je trouve qu'il y a une ou deux scènes qui arrivent avant le festival qui sont plus intéressantes sur la version longue, autant finalement une fois qu'on est après là-bas en Suède, ça étire quelques scènes, ça rajoute quelques choses à droite à gauche, mais au final je pense que la version ciné c'est la meilleure version. Mais donc voilà pour un petit tour de Midsommar. Je sais pas qui veut se lancer ensuite. Je vais y aller. Vas-y, Julien. Ouais, même ne serait-ce que pour rebondir sur, comme tu disais, les décors. Là, je trouve qu'il a fait vraiment le même truc de production design, où sur le premier, ils ont construit la maison et toutes les miniatures pour vraiment filmer ce qu'ils voulaient. Là, c'est de la même manière, le production designer s'appelait Nils Svensson, désolé pour la prononciation, mais de la même manière, c'est quelqu'un qui vient de Suède, et à qui il a demandé de l'aide pour faire vraiment, il a tout supervisé, que ce soit au niveau du village, tous les vêtements ont été faits à la main, toutes les peintures ont été faites pour le film, tous les intérieurs de maison. Et tu sens qu'il a vraiment fait son set, pour le coup, pour être sûr de savoir comment filmer. Et autant je préfère Hereditary, autant la photographie dans Midsommar est incroyable. Tous les plans sont magnifiques, il y a des plans larges sur tous les bâtiments, sur les intérieurs, là pour le coup il y a vraiment une technique qui, moi en tout cas, m'a vraiment marqué. Et puisqu'on disait sur le point d'avant, pour le coup, un des trucs qui était marquant, c'est la représentation qui fait des hommes, ou en tout cas les hommes américains, on va dire, dans un premier temps. Pour le coup, il n'y en a pas un pour attraper l'autre, pour le coup. À part l'universitaire, à la limite, j'ai plus son nom en tête. Mais celui qui est joué par William Jackson, Josh, voilà, merci Wikipédia.
qui a l'air d'être là vraiment pour les études, qui vient dans un but bien précis, mais qui au final va se pointer dans la nuit pour prendre des photos du livre un petit peu Ouais, j'allais dire, il prophétique, force aussi quand même. Hein. Ah, c'est ça, c'est qu'à partir de ce moment-là, il force, on lui dit de pas y aller, il finit par y aller, il se fait tuer, du coup, mais du coup, quand il se fait taper dessus, tu dis, bah ouais, en même temps, mon gars, il t'avait prévenu. Et il y a vraiment une montée en puissance tout au long du truc, où c'est vraiment le truc qu'on peut trouver dans des livres qui t'expliquent comment les sectes fonctionnent, où ils vont arriver sur place dans un endroit coupé du monde. La première interaction qu'ils vont avoir avec des gens sur place, ça va être pour prendre de la drogue. Ils savent pas ce que c'est, ils savent pas ce qu'il y a dedans. On sait que c'est des champignons, mais c'est tout. Florence Pugh va se retrouver à faire un trip pendant un trip où elle ne va rien comprendre, elle va dormir 18 heures, se faire réveiller par son pote, par son mec, qui lui prend pas tellement la peine de savoir comment elle va, en lui disant allez, randonnée, et on va jusqu'au camp. Et ça va être... Puis après, il y a ce côté secte qui continue, où c'est vraiment sur place, c'est les locaux qui vont décider quand est-ce que tout le monde mange, qu'est-ce qu'ils boivent. On comprend plus ou moins qu'à chaque fois dans les boissons un petit peu herbeuses, à base d'herbes, je suis pas sûr d'herbeuses, c'est plus ou moins une drogue du coup qu'ils prennent à chaque fois, donc on peut clairement imaginer qu'ils sont drogués tout le long du truc, plus à même de comprendre ce qui se passe ou d'accepter. Et le premier tournant du film, enfin le deuxième on va dire, le premier ça reste quand même la mort des parents d'Annie, mais la première scène où ils vont se retrouver à pas la scène de sacrifice, mais la scène de suicide des personnes âgées. Ouais. Et là, on a un côté... là, on a un petit côté absurde pour le coup de... qu'ils arrivent quand même à tolérer ça. Ils vont vouloir essayer de s'en aller. Pour plein de raisons, ils peuvent pas. Et on va avoir du coup celui qui a l'air vraiment gentil dans ses copains, Pelé. Le Suédois qui a mis avec eux et qui les amène là-bas. Où après plusieurs relectures, on voit que le mec est manipulateur comme pas possible. Florence Pugh, elle veut absolument partir tout de suite, le coup dès qu'elle voit ça, ce qui est une réaction saine, d'après moi, quand tu vois des gens se suicider et se faire éclater le crâne. Et le mec vraiment arrive et au lieu de prendre de l'empathie pour ce qu'elle vient de voir, il va prendre l'empathie pour ce qu'elle vient de voir et retourner le truc de telle manière à dire mais tu sais ici, c'est normal. C'est dans l'ordre des choses. Ils étaient arrivés à l'hiver de leur vie. Tout le monde fait ça, ils le font pour nous, je serai content de le faire quand ce sera mon tour. Et il retourne tout le truc, et pour un peu plus tard dans le film aussi revenir vers elle, après qu'elle ait une dispute avec Christian, je crois, en lui disant « Mais est-ce qu'avec lui, tu te sens chez toi ?» Je crois que c'est formulé comme ça, où c'est vraiment marquant pour le coup, et ça va participer un petit peu aux deux chemins que vont prendre Christian et Danny, où au début c'est assez lié, ils sont toujours au même endroit, ils voient les mêmes choses. Et là, on va avoir Danny qui va être pris avec les femmes, du coup. Et toujours pareil, comme dans une secte, ils vont toujours avoir des choses à faire. Elle va faire des choses manuelles au début, où elle va aller il me semble que c'est la cuisine, pour le coup, avec toutes les femmes pour préparer. Ouais. Ensuite, elle va enfiler la robe, on va lui dire, allez, maintenant, c'est le concours de la May Queen, de la reine de mai. Donc, il va falloir qu'on danse toutes, la dernière debout va être la reine. Pareil, c'est des trucs qu'on trouve facilement dans les sectes, le côté épuisement physique, justement, pour accepter plus facilement des idées. Il va y avoir tout ce côté-là jusqu'à du coup, pendant que Christian, à côté, va être, lui, pris à partie pour aller servir de reproducteur, littéralement, avec une femme pas franchement majeure, dans une scène qui est, qui est absolument hallucinante, dans une énorme maison, entourée de toutes les... Je sais pas si c'est les matriarches, mais en tout cas des femmes qui ont plus de 18 ans, on va dire, toutes nues, et avec une respiration collective qui se fait à ce moment-là, qui avec la musique du coup, c'est hypnotisant, c'est glaçant et hypnotisant en même temps, et puis du coup qui lui va s'exécuter parce que pris dans le truc, il me semble qu'il prend un truc de drogue, qu'il prend un dernier verre aussi juste avant, et on va avoir le parallèle avec Danny qui voit ça, qui va hurler, qui va être à bout de souffle complet, et avec toutes les femmes qui vont venir avec qui elle faisait la danse juste avant. Et c'est la scène qui m'a le plus marqué pour le coup. D'un coup, elles vont prendre le chagrin tout ensemble un petit peu, vraiment comme une sororité. Ouais. Et ça, c'est un bon truc d'embrigadement aussi, avec du recul. Hein, c'est vraiment, tu fais partie, on est avec toi, tu fais partie avec nous. Mais pour elle, on peut comprendre dans un premier truc que ça y est, elle a quelqu'un qui est empathique avec elle. Depuis le début du film, elle ose pas pleurer. Elle n'a pas le droit de dire qu'elle est triste, que ses parents ont été tués par sa sœur et que sa sœur s'est suicidée.
Vraiment, elle peut pas en parler à son mec, elle peut pas en parler à ses potes qui ont autre chose à foutre dans le film que de l'entendre aller. Là, ça y est, ça donne l'impression vraiment qu'il y a ça, jusqu'à la fin qui est terrible pour le coup, mais il y a tout ce côté secte qui est vachement bien mené, tout en montrant que la secte est... Enfin, c'est un truc terrible, quoi, pour le coup. Ça parle d'eugénisme au final, parce que justement, ils veulent garder la pureté du sang. Il y a des sacrifices humains, ils brûlent des gens vivants, enfin, c'est pas super, quoi. Mais moi, ce côté-là m'a vraiment intéressé, le côté secte. Il y a énormément, je pense, à interpréter derrière, si vraiment on continue de gratter. Mais ouais, ce côté-là, moi, m'a impressionné, pour le coup, dans l'histoire. Et pour finir, puis après, comme ça, je te laisse Arnaud. Il y a, comme tu disais au début du film, il y a la grande peinture, on voit ce qui va se passer tout le film. Là, tu le revois, t'as les quatre actes du film, et c'est quelque chose qu'il a fait au final dans tous ses films. Héréditary, je le revois, mais quand il y a le zoom au début sur la miniature, je pense que si on regarde toutes les pièces, on doit avoir des scènes majeures de chaque moment, de chaque scène du film. Ouais, complètement. Ouais, tu vois en fait que tu vois des miniatures avec la grand-mère en fait qui faisait ses bails avec la fille et tu comprends voilà. en fait que c'est quand elle allait. Oui. Et dans Boys Afraid, pareil, ça mériterait d'autres revisionnages, mais je pense que la première scène où il se balade dans la rue, d'après sa séance de psy, on va en parler, mais il y a quasiment tous les dénouements du film qui sont dedans. Donc il a un vrai truc de nous dire à chaque fois, tenez, je vous donne la carte, on va parler de ça, comme ça vous reviendrez le voir. Et c'est vraiment ce détail qui met partout, t'es obligé de revoir le film en tout cas. Enfin, t'es pas obligé, mais si tu veux vraiment t'y intéresser, tu peux les revoir et voir des nouvelles choses à chaque fois. Ouais. Arnaud, tu veux nous expliquer pourquoi Midsommar c'est moins bien que Hereditary? Ouais, après alors c'est différent, mais c'est vrai que moi quand je l'avais vu sortant de Hérédité, j'étais vraiment sur chaud pour une nouvelle séance de trouille, et il m'a pas, et autant effectivement l'introduction avec le suicide slash meurtre en fait de la famille de Florence Pugh, il y a vraiment une mise en scène qui m'a rappelé pourquoi je kiffais tellement ce type, quoi, parce que vraiment ouais, c'est insupportable, quoi, c'est vraiment hyper traumatisant. Et une manière de filmer le trauma qui est traumatisante, quoi. Ouais. Et mais c'est que après en fait, plus on avançait du film, et autant j'étais séduit par les qualités esthétiques que vous avez déjà évoquées, autant d'un pur point de vue écriture de dénouement, je trouve qu'on est beaucoup plus dans du classique, avec vraiment ce côté des personnages, parce qu'en fait ils font vraiment le côté personnage que d'habitude tu vois un peu, qui sont des grandes villes qui arrivent dans les contrées, genre on va dire le Texas ou n'importe quelle contrée de rednecks, quoi. Sauf que là c'est pas des rednecks, voilà, c'est juste des fous furieux d'une secte suédoise, mais qui a vraiment les mêmes ressorts, du genre en fait il se passe trop de trucs que n'importe quelle personne sensée en fait se casserait direct, mais dans tous les slashers aussi, à partir du moment où il y a le premier ou je sais pas, ou même des Evil Dead, où à un moment quand t'as la meuf qui revient ensanglantée, tu te casses en fait, tu dégages, et eux ils restent, et je trouve qu'il y a plein de moments en fait où je trouve que les personnages parfois sont assez détestables, mais parce qu'ils sont trop cons, et que tu perds un petit peu le sentiment de mais je veux bien que ce soit des gens un peu stupides, ou que leur test passe avant tout, je sais pas quoi, mais il y a un moment où ils sont vraiment trop bêtes, et tu dis là il y a quelque chose qui coince. Et après, ce que j'aime beaucoup aussi effectivement, c'est par rapport à l'analyse qu'on faisait de Jouvry sur le côté secte, c'est aussi quelque chose de très ambigu, parce qu'effectivement c'est une secte qui est abominable dans ce qu'elle fait, et pourtant par rapport au personnage de Florence, de Florence Pugh, c'est une nouvelle famille qu'elle arrive à se trouver, et elle arrive à presque guérir en fait de la perte de sa précédente structure familiale qui était affreuse, en intégrant en fait une autre structure qui la met en égérie presque. Et le fait est que ça passe aussi là par le meurtre en fait de tous les gars, mais parce que tous les gars c'est des merdes, clairement. Le propos aussi c'est paye tes mecs toxiques à toutes les strates, que ce soit tes potes, ou que ce soit ton copain, ou que ce soit tu vois, c'est que vraiment à chaque fois en fait t'as une couche de toxicité qui se rajoute là-dessus. Et je crois que pas mal en tout cas moi dans mon cercle de connaissances, beaucoup
d'amis, de copines en fait, qui avaient kiffé le film pour ce côté très libérateur justement sur la sororité ou le fait de se débarrasser en fait littéralement. Et donc là, c'est peut-être une façon de dire, en fait, voilà, ta relation toxique de merde, faut la foutre au feu. Et dans le film, c'est juste montré de façon très littérale, quoi. Mais voilà, c'est ça, c'est que tu as vraiment c'est pareil, cette ambiguïté sur le fait que ce qui se passe est absolument horrible, mais pour le personnage principal, en fait, elle a une forme de guérison de son trauma un petit peu par tout ça. Donc tu sais pas vraiment sur quel pied danser avec ce qu'il te montre et ce que tu es censé en déduire, je pense. Ah, complètement. Bah, c'est l'ambiguïté où on finit à chaque fois avec ces films. Pour le coup, tu peux pas avoir une claire opinion dessus, je trouve. Mais par contre, la fin, quand Christian prend feu, je pense que c'est une des rares fois où t'as un moment de satisfaction où quelqu'un brûle devant toi, où pendant tout le film, tu te dis, clairement. Vas-y, sacrifie-le, c'est bon. Même si c'est pas cool, enfin, tu vois, tu te dis, là, enfin, c'est des nazis, hein, et de la voir comme ça, elle, satisfaite dans cette position-là, avec ce magnifique costume et tout, c'est horrible, en fait. Enfin, tu te dis, la pauvre, tu vois, où est-ce qu'elle en est, mais d'un autre côté, t'es content pour elle. Enfin, c'est une sensation qui est vraiment super étrange sur les dernières minutes. Je trouve que, tout comme le final du précédent, mais là, cette fin, je la trouve vraiment super bien réussie sur l'ambiguïté comme ça. Non, puis tout passe par le cinéma dans cette scène-là. C'est comme tu disais, t'as vraiment la musique qui prend une place très importante dedans. Ouais. Et ça... Elle est un petit peu mieux, on va dire, que celle d'Hereditary, tant est qu'on peut dire ça. Mais c'est du cinéma qu'on voit pour le coup. On nous dit pas qui sont les sacrifiés, on nous les montre. C'est mis. Florence Pugh dit jamais clairement qu'elle veut sacrifier Christian. Elle a le choix entre Christian et un membre de la secte. Elle hoche la tête. C'est plus... Ouais, en fait, Midsommar est peut-être plus cinématique des fois, où il utilise vraiment la caméra pour raconter son histoire, j'ai l'impression. Ouais, peut-être, ouais. Et tout à l'heure, c'est Arnaud, je crois, qui parlait de slasher, et j'aime bien genre j'adore le genre du slasher, mais j'aime beaucoup l'approche du film. Justement, tout à l'heure, on parlait aussi de hors-champ, d'espèce d'anti-slasher dans l'idée où on pourrait se dire, une fois qu'ils arrivent là-bas, bon bah classique, ils vont mourir un par un, l'un après l'autre, en faisant voilà des trucs à droite à gauche, mais en fait on les voit jamais mourir, ils disparaissent l'un l'autre comme ça. Et une espèce de truc qui fonctionne très très bien sur le hors-champ aussi, sur celui-là. Et pour faire le parallèle avec le personnage dont je parlais tout à l'heure de John sur le précédent, là, et le personnage de Pelé dont on parlait tout à l'heure, c'est pareil, quand on le revoit une deuxième fois, c'est horrible en fait. Je pense que dès le départ, dès qu'il apprend que Danny va avec eux, tout de suite il y a une espèce de truc sur ce personnage-là qui est hyper sympa, mais hyper froid, hyper calculateur, où je pense que dès le départ, il se dit, bah c'est parfait, ça va, enfin, il peut la ramener, voilà, sur cette secte et tout. Et il y a un truc avec ce personnage qui fonctionne très très bien, je trouve, aussi dans le film, donc avec le personnage de Pelé. Oh, complètement. Bah tu vois le côté manipulateur, et puis tu comprends une fois qu'il rencontre celui qu'il appelle son frère, j'ai plus son prénom, mais... Ouais. Ceux qui rencontrent quand ils arrivent au tout début, qui a amené aussi deux amis, je crois qu'ils sont britanniques. C'est les mecs de la secte envoyés dans le vrai monde entre guillemets, ramener les sacrifices chez eux quoi. Une fois que tu comprends ça, tu dis Pelé c'est un sacré psychopathe quoi, quand même. Enfin toute la secte en général, mais lui clairement a l'air sympathique quoi, au début. C'est ça. Ben voilà, vous aviez quelque chose à rajouter sur Midsommar ou? Moi non, je pense qu'on a fait vraiment le bon tour pour le coup. Ok. Ben du coup on peut passer à Beau is Afraid. Alors ça va peut-être un peu plus compliqué parce que donc vous l'aurez compris, on vient tous les trois de découvrir le film que très récemment. Arnaud, tu l'as vu qu'une fois aussi toi? Ouais, je t'avoue que j'ai pas eu le courage de le voir une deuxième fois en si peu de temps. Ouais. Parce qu'il est quand même ressenti très long, enfin je trouve que c'est le plus long de toute façon. Mais c'est aussi le plus long dans le ressenti aussi, parce que je pense que c'est le film pas le moins maîtrisé, mais clairement qui manque le plus de cadre en fait là-dessus. Je sais pas, j'ai l'impression que A24 lui a vraiment dit tiens voilà ton budget, je sais pas, voilà 10 millions, fais ce que tu veux. Ouais. Et on regarde même pas en salle de montage ce que tu proposeras. Et c'est pour ça que c'est un film qui donc en fait qui nous montre le fameux Beau qui est joué par Joaquin Phoenix. Qui en fait loupe l'avion pour
pour aller rejoindre en fait sa daronne. Et sauf qu'en fait, il apprend que ensuite sa mère est morte, décapitée par un lustre en fait chez elle. Donc voilà ce que je disais avant sur les mamans décapitées, il y a un truc comme ça quoi. Et après en fait il va entreprendre un voyage pour essayer d'aller justement à la maison, parce qu'en fait on lui dit on peut pas l'enterrer tant que t'es pas là, parce que voilà il faut que tu sois là, c'est dans ses volontés. Et vas-y Beau, tu fous la honte là, c'est humiliant pour elle, du coup elle peut même pas reposer en paix, donc il va vraiment vouloir partir là-bas. Sauf que road trip qui part dans tous les sens avec des rencontres toutes plus improbables et plus inquiétantes les unes que les autres, toutes plus bizarres les unes que les autres, pour s'apercevoir au final que peut-être en fait sa mère n'était pas vraiment morte, et que en vrai t'as une forme de comment ça s'appelle, c'est dans la tête de John Malkovich, où où en fait le film avec Jim Carrey, où en fait toute sa vie est filmée. Truman Show. Merci, voilà, pardon. Ou un côté Truman Show sur le fait que tu as l'impression que effectivement que tout était monté depuis le départ, et qu'en fait sa mère est clairement une manipulatrice qui a littéralement codifié, enfin planifié tous les moindres petits éléments de la vie de son fils, sous un prétexte d'un amour maternel qui aurait été trop fort. Enfin c'est vraiment comme ça que mais il y a pas mal d'angles de lecture, mais c'est ce que je disais aussi avant, c'est vraiment anxiété masculine, The Movie. Vraiment avec toutes les peurs possibles que tu peux avoir en tant que mec insécure, et j'ai un pote qui dit que c'est un film d'incel, mais parce que clairement il y a un rapport aux relations avec les femmes qui est super chelou, tu sais pas trop vraiment, enfin Beau est pas du tout pareil, c'est pas du tout un personnage que tu apprécies en fait, parce qu'il est même s'il subit, encore une fois là aussi c'est un personnage qui subit tout ce qui lui arrive, qui est jamais maître vraiment en fait de ses actions, mais qui est pas pour autant quelqu'un pour qui t'as vraiment de la sympathie en fait. Enfin en tout cas moi je sais pas, j'en ai jamais vraiment eu pour lui. C'est un peu un raté, mais qui assume pas trop forcément ses échecs et les rejette sur beaucoup de choses qui sont extérieures, qui effectivement est pétri d'angoisse. Bon, c'est en partie à cause de sa mère vite fait, mais t'as l'impression aussi qu'il y a des choses qui provoque lui-même. Et donc au final, ce qui lui arrive à la fin du film, puisque voilà, on spoil tout, on a dit, en grosso modo, il crève. Et limite, ça t'a presque envie de dire, ouais, mais tu l'as un peu cherché en fait. Clairement, t'as pas fait vraiment des choix de vie, ou des choix, en tout cas dans le film, qui donnaient envie en fait de devoir avoir un happy ending. Et du coup, c'est trop bizarre. Et voilà, et je trouve que c'est un film qui est super intéressant dans ce qu'il montre. Enfin, il y a quand même une scène pareille de nouveau dans un grenier, où là, au lieu de mec tout nu. C'est une bite géante qui est là, parce que voilà, c'est vraiment la métaphore de sa daronne en fait a enfermé sa masculinité, sa virilité au grenier quand il était tout petit. C'est pour ça qu'en fait c'est pas un vrai mec dans sa vie d'adulte. Et puis t'as cette scène absolument improbable où t'as Denis Mélochet qui arrive avec des couteaux pour taillader une bite géante avant de se faire empaler le crâne par cette bite qui a des griffes incroyables. Et en fait, moi à ce moment-là, il y a des gens qui sont sortis de la salle, et je peux comprendre pourquoi. Parce que ça va déjà très loin depuis pas mal de temps, et qu'à un moment je pense que les gens ils se disent vas-y, la plaisanterie elle a duré assez longtemps. Et c'est ce que je dis quoi, c'est que c'est un film qui, enfin moi je fais le rapport parce que je rédige beaucoup sur la BD, mais pour moi clairement c'est comme une BD qui a pas eu d'éditeur. C'est-à-dire qu'on a mis un auteur, un artiste en roue libre, on leur fait vas-y, faites ce que vous voulez, sauf qu'à la fin les gars ils ont oublié un petit peu des éléments de structure, ou qu'il fallait peut-être garder une unité de temps, de lieu et de personnages. Donc il y a too much. Et en même temps, moi j'adore en fait quand t'as un cinéaste qui pète un câble un peu, et qui fait vraiment ce qu'il a envie de faire, et qui va à fond. Moi j'aime beaucoup qu'il y ait encore des studios qui laissent ce genre de liberté à leur réal et à leurs auteurs. Donc je peux pas ne pas détester, mais pour moi c'est vraiment, moi je suis conscient que je pense sincèrement que, avec le peu de recul que j'ai, que c'est son moins bon film, et que c'est sûrement son film que j'apprécie le moins, mais pourtant je dirais pas du tout que c'est un mauvais film ou que je ne l'ai pas aimé. Donc c'est vraiment une expérience de cinéma qui mérite juste pour le simple fait d'exister en fait,
qui Carrément. mérite son existence. Voilà. Ouais, bah, je te rejoins sur beaucoup d'aspects là-dessus. J'avais un peu peur à la base. En 2020, il avait annoncé qu'il réaliserait une comédie cauchemardesque et que ça durerait 4 heures. En 2021, on avait Joaquin Phoenix qui était rattaché au projet. À la base, ça s'appelait d'ailleurs Disappointment Boulevard. Ça a été renommé Boys Afraid que très récemment. Mais on avait assez vite compris que moi je suivais le tournage. Ça a été tourné entre juin et octobre 2021 à Montréal. Et on avait assez vite compris qu'en gros, à 24, lui avait dit fais ce que tu veux, t'inquiète. Et sur cette structure en 4 actes, on part un peu voilà, sur des choses un peu peut-être trop variées. Il a peut-être trop les coups des franges, je sais pas, mais moi qui suis par exemple un très grand fan de Inland Empire de David Lynch, je retrouve exactement cette même approche du metteur en scène qui à un moment de sa carrière, voilà, on lui dit fais ce que tu veux, t'as encore des thématiques à développer, vas-y. Et c'est un film sur le podcast Jumpscare de l'ami Romain que je me permets de saluer ici. Il y a un de ses intervenants qui parle de films malades, mais c'est ça en fait, c'est que je pense que s'il y avait eu un producteur ou si quelqu'un avait pu monter le film, remonter le film derrière lui, on aurait eu quelque chose de plus court, de plus concis et qui part moins dans tous les sens. Mais c'est peut-être aussi ce qui fait la beauté de ce truc-là. Moi j'ai été totalement emporté par la première partie du film avec une qualité immersive complètement folle, je trouve. On est vraiment il y avait déjà ça sur le cours Beau, mais là on est vraiment dans la subjectivité du personnage, quasiment comme si on était en première personne avec toute cette paranoïa là, et tout ce monde complètement halluciné dans les rues, tout ça. Et Joaquin Phoenix est vraiment très 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 bon dedans. Bon, après c'est un acteur que moi j'aime de toute façon beaucoup, mais j'avais vraiment peur de la carrière de Phoenix post-Joker. Pour l'instant c'est très très bon. J'avais peur qu'il jokerise un peu trop le truc, quoi. Mais non, je trouve pas. Surtout que c'est vraiment lui qui est devant sur tout le film, quoi. Là où sur le premier on passait sur les 3 personnages. Sur le deuxième, on était déjà beaucoup plus avec le personnage de Danny, mais alors là, c'est vraiment le Joaquin Phoenix show pendant 3 heures, et c'est le but, hein. C'est peut-être sûrement son film le plus personnel, et il précise là sur la promo qu'il en a un peu fini avec ces thématiques-là, et que lui, il voyait vraiment ça, maintenant avec du recul, comme une espèce de trilogie, ces 3 premiers films, et apparemment le prochain abordera des thématiques et des sujets différents. Parce que c'est un mec qui est parfaitement conscient voilà, on rigolait tout à l'heure avec la décapitation, avec les personnes enflammées, avec voilà, ou même les accidents de bagnole, parce que finalement dès le départ dans Johnson's, il y a quelqu'un qui se fait écraser, on retrouve un problème de bagnole dans Hérédité, dans celui-ci il se fait taper dessus pour clôturer par un véhicule pour clôturer la scène, enfin la longue, la première partie, et il y a toutes ces thématiques là récurrentes et tout qui lui le font rire, et il est parfaitement conscient de ce truc là. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, le grenier aussi qui revient, tout ça, mais voilà, quand tu l'écoutes, il sait bien ce qu'il fait et ce qu'il veut raconter. Par contre, j'étais vraiment très très surpris de se lancer sur une deuxième partie qui là, on retrouve vraiment tout le syndrome de Munchausen avec cette famille là, très intéressant aussi, mais on repart, le film se relance complètement de zéro à ce moment-là. Et pour moi, le problème vient plutôt de la troisième partie sur 4, avec cette espèce de parabole biblique, avec cette mise en scène, enfin cette mise en abîme même théâtrale avec toute l'animation et tout, où là, personnellement, le film est un peu plus perdu. Il faudrait que je le revoie, je pense que je pourrais plus apprécier cette partie-là sur le troisième visionnage. En plus, je pense que c'est sur cette partie-là, sauf erreur de ma part, qu'il y a le plus d'interventions de flashback, et du coup c'est peut-être là où le récit peine le plus. Par contre, j'ai vraiment beaucoup aimé la quatrième partie où on retourne dans la maison encore une fois, et tout ce qui va avec. Je trouve que là le film est vraiment très très brillant sur cette partie-là, même si la mère est
présenté de façon... Enfin, c'est le but, hein, je l'entends, mais au premier visionnage, je suis un peu surpris. C'est vraiment un cliché, la mère, de le côté mère juive surprotectrice, comme ça, castratrice, autoritaire. Ça fait beaucoup quand même sur ce personnage-là. Et peut-être que le fait de greffer sa petite amie, son amour de toujours en plus, ça fait peut-être un peu beaucoup comme ça sur le final. Mais finalement, je comprends l'appellation, pareil, je finirai là-dessus. J'avais un peu peur de cette appellation pour vendre le film qu'il a eu. Je trouve peut-être un peu du mal à vendre, parce que on peut vraiment difficilement étiqueter ce truc-là, mais de version juive du Seigneur des Anneaux, au final, ouais, avec une semaine de recul, je comprends l'idée, je comprends le délire, hein. Mais un sacré voyage, vraiment, des films comme le disait Arnaud, comme on en fait peu, et moi qui me redonne confiance en un cinéma qui, je trouve, globalement tourne toujours un peu autour des mêmes choses, et là c'est vraiment un vent de fraîcheur. Alors c'est un film qui marche pas, hein, et que les gens ont du mal à le voir, et j'en parlais tout à l'heure en off avant de commencer avec Julien, qui ne vit pas en France, mais en France en plus il y a une distribution que je trouve catastrophique, malheureusement, même s'il y a Joaquin Phoenix et le nom quand même Ari Aster, qui je pense commence à être connu. Heureusement qu'il a le copain Scorsese peut-être aussi dans la promo là, pour qui l'aide apparemment beaucoup quand même là-dessus. Mais c'est vraiment une curiosité, c'est un truc à voir, je pense, et peut-être encore plus en salle que chez soi. Et c'est un film qu'il faudra revoir et décortiquer, et voilà, une espèce d'abomination, mais superbe, et comme on en fait que trop peu en fait. Voilà. Désolé, c'était peut-être un peu long, mais vas-y Julien, du coup, désolé. Non, bah il y a de quoi dire, hein, ça dure 3 heures. Non, vous avez déjà dit pas mal de choses, mais tout c'est, je suis d'accord sur le côté presque bordélique et sans contrôle du film au final. Où t'as l'impression en fait de voir en même temps un film somme, comme tu disais, un film de fin de carrière, à la Inland Empire de Lynch, ou même Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, pour le côté un peu maîtrise de la caméra. Techniquement c'est bon, tu vois, y a rien à dire, premier acte dans l'urbain, il est glaçant de direction, il se passe des trucs dans tous les... au premier plan, deuxième plan, il se passe des trucs partout. Mais en même temps, t'as l'impression de voir un premier film sur le côté, je vais mettre absolument toutes mes idées là-dedans, parce que je sais pas si j'aurai la chance de faire un autre film. Alors que là, au final, il est dans le côté... C'est l'inverse, quoi. Pour le coup, le producteur lui dit, comme tu disais Arnaud, tiens, prends tes 35 millions, fais-toi un kiff, fais ce que tu veux. Et ça manque de contrôle. Ce que j'ai bien aimé quand même, c'est j'ai bien aimé le côté des 4 actes. Ça donne un peu l'impression d'être au théâtre, pour le coup, vraiment. Où t'as vraiment le premier acte très urbain, qui est... ça aurait presque pu être que ça, le film, pour le coup. De cette horreur urbaine, de lui qui... je pense qu'on est vraiment dans le côté émotionnel du personnage, plus que dans ce qui se passe vraiment. Donc qui habite dans un quartier un peu craignos. Il me semble que c'est plus ou moins identifié comme Los Angeles, et en tout cas ça ferait sens, avec tous les courts-métrages qu'il a fait avant se passant là-bas, ça m'étonnerait pas. Ouais, ça y ressemble, ouais. Mais t'as un côté vraiment, on n'a pas les mêmes SDF que lui, clairement, on n'a pas les mêmes gens dans la rue que lui, où t'as une tension permanente dès qu'il sort de chez lui qui est qui est trop. T'as un tueur en série, nu, qui se balade et qui s'amuse à taillader les gens, mais que personne n'arrête. T'as vraiment le côté... il est terrifié de sortir chez lui, de laisser la porte ouverte de son immeuble pour pas que justement tous ces gens-là rentrent. Il va se retrouver par une situation de devoir sortir, de devoir laisser la porte plus ou moins ouverte. C'est le début du film au final. Il a perdu ses clés, du coup, faut qu'il trouve un moyen de sortir pour pouvoir rentrer. Et là, t'as vraiment toute la rue qui va rentrer, mais comme dans un film de zombies pour le coup. Ils rentrent tous à la même allure, doucement, ils sont super menaçants. Et il lui laisse un appartement complètement en vrac. Et l'acte se finit vraiment sur un... il se retrouve nu dehors après avoir fui chez lui, se fait renverser par une voiture. Là, on a vraiment le côté absurde qu'il avait dans les courts-métrages, pour le coup. Où ça finit sur un truc où il court nu, il se retrouve devant un flic à lui demander de l'aide. Le flic lève son arme vers lui, beau de dire rien du tout. L'autre arrête pas de lui dire « bouge pas, sinon je dois tirer, bouge pas, sinon je le fais ». C'est absolument surréaliste, et là, Beau court et se fait taper par la voiture. Juste cette partie-là, elle est impressionnante. Je trouve techniquement, de maîtrise, de tension. Ça part un peu dans tous les sens, mais c'est super efficace. Moi, c'est plus la deuxième partie, au final, où j'ai été un peu moins dedans. C'est la partie vraiment urbaine, c'est en banlieue, où là, il se fait récupérer justement par la nana qui l'a renversé.
Et il va se retrouver encore dans une situation de famille, pour le coup. Comme tu disais, à la Munchausen, mais même à la Hereditary, au final, où il se retrouve à remplacer le fils de cette famille-là qui est mort, je suppose, à la guerre. Il avait l'air d'être militaire, donc je suppose qu'il est mort comme ça. C'est ça, ouais. Et avec... mais pareil, c'est absurde à quel point la mère le surinvestit. Le père est complètement passéiste. Lui, Beau, à ce moment-là, est dans une seule urgence, c'est de devoir aller à l'enterrement de sa mère. Il reçoit les appels de quelqu'un de sa famille qui lui dit « Non, mais tu dois être là, hier presque, pour le coup, pour qu'on puisse enfin enterrer ta mère, pour arrêter un petit peu tout ça. » Il est dans une urgence, mais en même temps, comme tu disais Arnaud, il se laisse faire, quoi. Il est complètement... Ouais, dans le... Pas victime, mais... Il subit, voilà. Il est complètement dans la soumission. Et il attend, et ça devient de plus en plus surréaliste. On a déjà le côté contrôle de ce qui se passe, où à un moment la mère va lui donner la télécommande pour qu'il s'occupe, et lui montrer qu'il y a des chaînes qui enregistrent tout ce qui se passe dans la maison, où il est déjà du coup surveillé. Il y a toute la partie avec la fille qui est... La fille joue super bien en soi pour le coup, joue cette... complètement folle dedans, à l'embarquer dans la voiture, à lui faire fumer un truc pas possible. Mais du coup, c'est intéressant, mais ça m'a un peu perdu, parce que, comme tu dis, ça repart à zéro, un petit peu. Le film aurait pi commencer là, presque, tu vois. Tu rajoutais 5 minutes et ça suffisait à introduire, ce mec se retrouve dans cette famille, qu'est-ce qui se passe? Mais ça introduit Denis Minochet, qui est terrifiant, dedans, qui est en mec avec un PTSD pas possible, et qui va finir par le courser. Il y a une scène qui est quand même traumatisante, quand la fille, du coup, finit par se suicider, dans un énième élan après avoir avalé je sais pas combien de pilules. Elle emmène Beau dans la chambre de son frère, qui est vraiment un sanctuaire pour les parents qui veulent pas y toucher, qui veulent pas changer la déco. Elle arrive avec un pot de peinture turquoise pour vouloir tout repeindre, à forcer Beau à le refaire. Et elle va avaler le pot entier de peinture, c'est graphique au possible. Ça c'était pas mal, mais ça... Ouais, vas-y. Et puis zéro subtilité sur la chambre est bleue, elle ramène un pot de peinture rose, Ah non, c'est ça, c'est la métaphore est là. Voilà, mais mais ça marche, c'est glaçante aussi cette scène, hein, mais... Non, c'est ça, c'est en fait c'est ça, tout le film, c'est visuellement, ça marche. Techniquement, il est super fort. Ouais. Il se passe plein de trucs. Il a perdu le hors-champ. Là, vraiment, il montre absolument tout. Ouais. Faudrait le revoir, mais ça fait vraiment, on voit tout par les yeux de Beau. Du coup, on doit tout voir, il ne se passe rien dans son dos. Surtout vu comment le personnage est dépeint un petit peu. Il est pas dans la même réalité que nous, c'est vraiment, il est victime de toute sa vie. Du coup, t'as ce truc-là. Troisième acte est pas mal. T'as vraiment toute l'animation qui est faite par les mecs de la Casa Lobo, la Cristobal Leon et Joaquin Cosina, qui est belle en soi, qui est bien intégrée, mais c'est un trope qu'on a déjà vu avant. C'est faire du théâtre dans le théâtre pour expliquer la vie du personnage. Ouais. Ça t'apporte des clés, comme tu dis, là ça devient presque trop verbeux. Et la quatrième acte, quand il arrive dans la maison de sa mère, là j'ai trouvé ça verbeux. On part sur du drame familial, mais ça parle trop plutôt que de montrer. T'as le côté surveillance où on voit effectivement que la mère avait la compagnie de surveillance qu'on voyait depuis le début, avec le logo qui nous faisait passer pour les producteurs du film, qu'on voyait un petit peu à droite, à gauche. On voit la grande photo de la mère composée de plusieurs petites photos des employés, où on revoit du coup le couple du deuxième acte, des mecs qu'on a vus dans le premier. Tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est le côté tout le monde était des acteurs en fait, et tout le monde a joué un jeu en fait depuis le début. C'est ça. Tu mettrais le nom des acteurs, c'est le générique de fin. Et c'est pas très subtil. Le grenier et la bite, tu comprends le message, ça. Mais bon, voilà. Ça faisait. Mais c'était dans Jumpscare aussi qui disait, j'avais le même truc où la bite fait penser à Starship Trooper avec la forme qu'elle a, les deux pinces et à empaler le mec comme ça par-dessus. Et l'épilogue, pareil, l'épilogue te répète une énième fois de manière longue un petit peu tout ce que la mère avait contre son fils. Donc c'est pour ça. Je sais pas quoi en penser, mais je suis comme vous, c'est un film qui me laisse comme ça, où je me dis encore est-ce que j'ai bien aimé ou pas, c'est une chose. Est-ce que c'est un bon film ou pas, mais ça laisse tellement de questions, tellement envie de le revoir pour revoir tous les détails. Connaissant le réalisateur, on sait qu'il y a des trucs qu'on n'a pas vus, forcément. Ouais. Il y en a trop, là peut-être. Je serais presque curieux de voir la version de 4 heures, qu'est-ce qu'il y avait en plus, quoi, pour le coup. Mais c'est ça, c'est super intéressant. Tu vois que le mec est très fort techniquement. Là, vraiment, moi, je trouve qu'il est vraiment fort techniquement.
Niveau cinéma, il a vraiment quelque chose, et tu dis, je suis curieux de voir ce qu'il va faire après. Là, j'espère qu'il a fini sa thérapie avec ce film-là, et là, ça y est, il a laissé sa mère derrière. Mais pour le voir explorer d'autres genres, il est très bon en horreur. T'as l'impression qu'il veut faire autre chose. Il avait été dans le vidéoclub de Combini il y a pas longtemps, où il voulait même pas parler de films d'horreur pour le coup, en disant on m'a trop posé la question sur les dernières années avec Hereditary et Midsommar. J'aime autre chose, je sais faire autre chose. Mais ce qui est intéressant avec Bo is Afraid, c'est qu'il mélange complètement les genres. On se retrouve... Ça faisait l'impression d'un Lynch, sans la même maîtrise, si on peut dire ça, où tu regardes un film surréaliste, mais quel genre c'est, je sais pas, et moi c'est ça que j'adore par contre, c'est ça qui est intéressant. Et c'est Arnaud, tu disais, c'est une expérience à vivre, c'est vraiment ça, c'est une expérience à vivre pour le coup. Il faut le voir pour comprendre, pour ressentir le truc. C'est imparfait, mais alors qu'est-ce que c'est fort. Ces dernières années, il y avait Under the Silver Lake qui m'avait un peu retourné aussi dans le même genre. Film que t'as envie de revoir, qui te retourne, vraie proposition, truc qui change et tout. Bon, alors malheureusement, on n'a pas revu ce réalisateur-là, mais ça m'a fait beaucoup penser à ça. Ouais. Sur le côté David Lynch, on va pas, voilà, mais j'ai ressenti vraiment une sensation, un truc un peu, voilà, hyper profond, hyper, je sais pas comment le dire, pas viscéral, mais enfin bref, mais une espèce de truc que je retrouve que quasiment jamais dans d'autres cinémas que le sien. C'est vraiment un mec que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais sur le petit passage, vous le mentionnez tout à l'heure, avec quand il zappe avec tout le côté surveillance, on en a pas parlé, mais il y a tout cet aspect méta avec le logo MW de la compagnie qui vient s'intégrer dès le début du film avec le logo A24. Il y avait du merchandising aussi autour de ce logo-là et tout, mais quand il avance dans le futur avec la télécommande, c'est tout con, ça dure 30 secondes, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ce genre de sensation où il y a à la fin, il y a une photo chez sa mère dans les escaliers, où en fait c'est une scène du début du film quand il apprend le décès de sa mère et qu'il est bloqué debout chez lui, et c'est ce genre de sensation qui vient vraiment t'accrocher comme ça, je sais pas comment le décrire, je suis désolé, mais qui me rappelle vraiment le cinéma de Lynch sur ce genre de petits passages comme ça, de petits détails comme ça grandioses qui viennent te sortir un peu du film, mais en même temps, enfin, t'es complètement dans la réalité de ce truc-là, enfin, et qui marche d'enfer. C'est des scènes que je oublierai pas, quoi. Non, complètement. Et comme je pense que viscéral, c'est le bon mot pour le coup. Et je pense que autant Hereditary, c'était une théorie que j'aimais bien, le côté où c'est un film, vraiment, c'est purement émotionnel. T'enlèves le côté surnaturel, et c'est l'histoire d'un drame familial et comment il gère. Je pense que là, on est vraiment sur le même truc de tout ce qu'on voit, c'est surréaliste, bien sûr, mais on est dans la tête de Bo. On voit pas ce que Bo voit, on voit ce que Bo ressent, au final, pendant tout le truc. Ouais. Alors, il le ressent à sa manière, apparemment, mais tout le côté contrôle qu'on voit à la fin, la société de surveillance, on peut l'interpréter aussi simplement du côté où sa mère l'a fliqué, l'a fait couler droit jusqu'au bout. Et on n'a même pas parlé du coup du trauma qu'il avait, si jamais il éjacule, il meurt tout de suite. Qui explique du coup ses testicules gigantesques, c'est comme ça que son père est mort du coup en le concevant, enfin c'est n'importe quoi, c'est absurde au possible. Et au final, quand il finit par le faire avec son amour de jeunesse, c'est elle qui décède. Ça se trouve, c'est simplement la mère qui l'a empoisonné justement pour faire la leçon à son fils, t'as vu ce qui se passe quand tu le fais. Tu peux aussi tout interpréter simplement comme ça, et ce qui marche aussi, mais c'est moins subtil que Hereditary. Autant Hereditary, j'aimais bien les deux lectures, la surnaturelle et la traumatique, réelle on va dire. Là, ça donne l'impression de vouloir analyser pour aller trouver ça. C'est moins dans le contrôle. Mais le côté viscéral, je suis totalement d'accord avec toi pour le coup. Ouais, je me demande si c'était vraiment nécessaire de développer autant les flashbacks et autant le personnage de Elaine, du coup. Il y avait déjà beaucoup de place pour la mère, mais sa compagne, je sais pas si c'était vraiment si nécessaire. On avait déjà la mère dans Hérédité et le couple dans Midsommar, et là d'avoir voulu mettre les deux, c'est peut-être un peu beaucoup, et surtout que dans le cours Munchausen, il arrive avec le montage, alors quoique vérifier si c'est lui qui gère le montage sur ce cours-là, je ne suis pas sûr, mais bref, à
à nous montrer différentes, à jouer avec le temps qui passe tout simplement, avec des effets de cinéma et de montage. Et je me demande si on n'aurait pas pu inclure les flashbacks de façon plus fluide que ça et pas si littérale comme ça. La performance du petit garçon qui joue du coup fonctionne bien, mais c'est peut-être un peu beaucoup là, ces flashbacks là, je trouve personnellement. Non, c'est... Ouais. Et surtout sur le côté passage du temps. T'as totalement raison. Bah, encore une fois, dans Hereditary, c'est fait de manière sublime pour le coup, d'un coup. Vraiment, les plans larges sur la maison où ça passe de jour-nuit en un claquement de doigts. Et la dépression du frère, pour le coup, bah, le frère est forcément, je sais pas s'il est dépressif, mais il est dans le mal. Clairement, comme on disait, il a la mort de sa sœur sur la conscience. T'as vraiment ces côtés-là au passage du temps où tu le vois allongé sur le côté de son lit. En un claquement de doigts, il se retrouve avec quasiment la même posture, mais le lendemain en cours. Là, c'est du cinéma. Voilà, il a recours au flashback à t'expliquer qu'il a rencontré cette nana-là, qu'elle était extrêmement dans la démonstration verbale pour dire tous ces trucs. C'est moins subtil. On en revient là, ouais. Surtout que la communication... Bon, alors ça, c'est pas lui qui la gère, mais surtout que la communication du film jouait énormément sur les différents visages de Beau à travers le temps, avec ce jeune acteur en plus, avec lui plus vieux, avec la barbe et tout ça. Et là-dessus, je trouve que le pari est pas vraiment réussi, mais bon, c'est pour chipoter. Hein. Donc, vous vouliez rajouter quelque chose sur celui-ci ou faudra le revoir. Ouais, on en reparlera dans quelques années. On en reparlera dans quelques années, il aura fait d'autres films et puis on pourra avoir du recul là-dessus. Encore une fois, là, du coup, ces dernières semaines, j'ai vu pas mal d'interviews de lui. Bon, c'est quelqu'un qui a un peu de mal à s'exprimer. Il bégaye et on voit que c'est quelqu'un qui est vraiment pas à l'aise, mais en même temps ça se ressent dans son cinéma et c'est pas à moi de faire des reproches là-dessus, mais c'est un mec qui est super intéressant, je trouve. Mais il explique selon lui, il en a vraiment fini avec ces thématiques-là. C'était ces 3 films-là, c'est bouclé. Il a pu prendre du temps. Je pense que c'est un des mecs qui peut remercier aussi la crise Covid là-dessus, mais il a vraiment pu prendre du temps sur celui-ci parce qu'on le voit, il y a beaucoup plus de temps entre les 2 derniers. Et apparemment, il reviendrait avec un prochain film de nouveau avec Joaquin Phoenix. J'ai l'impression que se sont vraiment bien entendus et qui serait apparemment, alors ça c'est à prendre avec des pincettes, une espèce de western. Voilà, la dernière fois il avait dit que ce serait une comédie cauchemardesque pour celui-ci et le prochain serait une espèce de western. Je serais pas surpris vu comment il s'est d'autant plus rapproché de Scorsese que Scorsese soit la production qu'on avait déjà eu sur Uncut Gems et sur quelques films un peu comme ça qui sortent de l'ordinaire ces dernières années. Ils sont vraiment devenus potes, j'ai l'impression. Enfin, un peu une espèce d'approche un peu mentor ou quoi. Mais très très curieux de savoir ce qu'il peut proposer prochainement. Je l'ai pas précisé tout à l'heure, on s'est lancé tout de suite sur Boys Afraid, mais en 2019, après le succès de Midsommar, il avait créé une société de production avec son producteur danois Lars Knudsen qui avait produit ses différents films, qui s'appelle Square Peg, et depuis ils ont produit quelques courts-métrages. Donc si vous voulez aussi aller jeter ça, je pense qu'il y a moyen de retrouver Aster dans cette position-là sur les années à venir aussi. Donc, il me semble que c'est lui, avec cette boîte de prod, qui vont adapter Uzumaki de Junji Ito en film animé. J'avais lu ça, ouais. Ouais, c'est ça. J'avais lu ça. Je sais pas où ça en est, cette idée, mais rien du tout. Je me souviens de l'information. C'est ça. Mais comme toi, j'attends de voir ce qu'il va faire après. Il aura mis 12 ans à faire sa thérapie, du coup, entre son premier court-métrage et là. Parce qu'on disait, là, tous les courts-métrages mènent à Boys Afraid. Une fois qu'on les a vus, c'est clair, quoi. Il attendait de faire ce film-là. Puis on en revient à ce truc-là, du coup, je suis content qu'il ait fait Hereditary et Midsommar avant. J'ai un côté un peu pas malsain, mais de se dire, est-ce qu'il a fait des films d'horreur à un moment où l'horreur marchait bien? Parce qu'on avait beau critiquer le Blumhouse, Insidious, tout ça, ça marche de fou au cinéma. Est-ce qu'il est allé dans ce courant-là pour ça? Après, il a toujours dit qu'il aimait l'horreur, qu'il aimait le genre, puis il est foutrement doué. En tout cas, je suis content qu'il les ait fait pour ça, mais Boys Afraid était tellement logique après ses courts-métrages que c'est marrant de le voir là, quoi. Ouais, c'est vrai. Si ça clôture sa psychanalyse, c'est cool. Sur la promo de celui-ci, il explique aussi que en fait, il a déjà il a déjà une dizaine d'idées de films tout prêts à être lancés en fait à tout moment, dont certains qui viennent de ses cours en fait. Donc peut-être qu'on verra un de ces courts-métrages adaptés prochainement aussi, je sais pas. À voir. Ok, intéressant. Voilà. Vous vouliez rajouter quelque chose sur Aster en général ou? Comme tu dis, je suis curieux de voir où ça va aller.
Est-ce que ça... Je serais curieux de voir si on continue d'utiliser le terme elevated horror après. Ce qu'on disait, c'était un terme journalistique ou même marketing, pour le coup. Il n'y en a jamais aucun des mecs qui sont identifiés comme ça, qui s'est réclamé de ça. J'ai pas souvenir de voir Jordan Peele le dire, Eggers. Non, parce que c'est très pompeux comme appellation, quoi. Non, après, ils se savent, quoi, forcément, quand Jordan Peele, David Robert Mitchell, Robert Eggers ou Ari Aster, ils savent quand même quel genre de cinéma ils font, et ils savent qu'ils sont pas dans la même cour que ces réalisateurs de Blumhouse dont personne ne connaît l'identité, en fait, puisque voilà, ils s'effacent. C'est des réals qui s'effacent derrière la marque du train fantôme, alors que là, nous, on parle de réalisateurs, tu vois. Donc je pense que ça fait une certaine différence dans l'approche que tu as, en fait, quand tu retiens plus la personne derrière ou les personnes derrière que en fait le nom de ce qui est plus un produit, en fait, ben ça dit quand même quelque chose sur le rapport au cinéma et à l'art que tu as en tant que réalisateur aussi. Ouais. Non, complètement. Puis je pense que le courant, si tant est que c'en a été un, ça va plus ou moins s'arrêter. Peut-être que c'est un des derniers, il y a un peu d'horreur dans Boys Afraid, mais quand tu vois, par exemple, Robert Eggers, son dernier film, c'était The Northman, il y a quasi pas d'horreur, c'est une aventure viking. Dans Nope de Jordan Peele, ça reste horrifique, mais vraiment de manière plus légère. Il y avait quand même des passages très... La pluie de sang. Ouais, je suis d'accord. Ouais, incroyable ça. On baigne encore dans ce cinéma-là, ouais. C'est de moins en moins frontal, j'ai l'impression, tu vois, pour le coup. C'est bien aussi que ces gens-là cherchent à se renouveler et pas à être typecastés, on va dire, dans leur filmographie, mais je pense que ça va appeler d'autres réals à sortir du lot aussi, et à proposer sûrement des choses qui résonneront aussi dans ce genre d'horreur ultra chiadé qui veut te mettre mal à l'aise, qui veut te déranger à tous les niveaux. Ouais. Ah, complètement. Carrément. En fait, je pense que c'est ça, moi, ma conclusion. C'est de voir un petit peu quels seront les enfants, un petit peu D'Ari Aster, de tous ces mecs-là. Ouais, c'est ça. Carrément. Eh ben, on peut rester là-dessus, je pense. Du coup, je voulais juste mentionner un peu en mode un peu reco. Tout à l'heure, je parlais de Scorsese par rapport à Aster. Il y a, si vous avez l'envie et que vous allez un peu chercher les courts-métrages, pendant que vous y êtes, il y a une vidéo de Criterion qui date déjà d'il y a quelques années, qui dure une petite demi-heure de Aster et des frères Safdie, qui sont des mecs que j'adore aussi vraiment beaucoup. On en reparlera ici, un de ces quatre, c'est sûr, qui prennent du temps sur leur prochain projet. Je suis très curieux de savoir ce qu'ils peuvent proposer aussi. Donc, ils sont des potes de Aster, et qui du coup décortiquent les débuts du cinéma de Scorsese ensemble tous les trois à leur façon, et c'est hyper intéressant si vous avez une petite demi-heure et que vous comprenez l'anglais. Par contre, je trouve que cette vidéo est superbe. Et donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour du monsieur pour l'instant. Voilà, je pense que c'est que le début de sa filmo de toute façon. Puis on se donne rendez-vous dans quelques années, on fera un autre point quand il aura proposé d'autres films, je pense, d'ici là, si ça vous dit. Et puis si vous avez aimé ce podcast et ce format, vous pouvez comme d'habitude retrouver nos autres podcasts du même genre. Donc on avait déjà traité de Robert Eggers justement ici, dans un tout autre genre de Michael Bay, Neil Blomkamp, Alex Garland, Quentin Dupieux et Nicolas Winding Refn pour l'instant. Alors je suis désolé, c'est un peu toujours le même genre de mecs blancs 30-40 ans. Pour l'instant, je m'en excuse. On est censé revenir cet été sur une réalisatrice que j'aime beaucoup, probablement avec Océane, qui devait être avec nous ce soir et qui n'a pas pu être là. Et on a 2-3 autres idées sur d'autres réalisateurs au cours de l'année avec Manu, dont Lantimos, je peux le dire ici. De toute façon, je pense qu'on reviendra sur ce cinéma-là prochainement. Voilà, qui nous prépare quelque chose d'assez différent aussi, je pense, dans sa proposition. Donc, je suis curieux de voir ça aussi. Et puis, vous pouvez retrouver donc Julien sur son site PopPublic et donc son gros papier sur les récents, sur les courts-métrages de Aster, et sur Camera Numérica, et de temps en temps sur C'est plus que de la SF, je crois. Ouais, c'est ça, je suis co-auteur avec Loïc Cherry dessus. Et donc Arnaud, comme d'habitude, sur First Print, les podcasts First Print, et sur le site Comics Blog. Vous vouliez faire peut-être de la promo sur quelque chose ou pas ? Vas-y. Hein. Moi, c'est assez rapide. Je n'ai pas spécialement d'actualité, mais ouais, j'essaie avec ma newsletter un petit peu d'aborder les cinémas un peu comme ça, mais sous un angle, pas de la critique, justement de prendre un point de vue et d'analyser un peu plus loin. Donc,
Venez voir. Non, Et toi c'est ça, si vous avez pas de promo particulière à faire, j'imagine que beaucoup de gens qui écoutent le coin pop connaissent déjà First Print, donc si vous aimez les comics et tout ce qui peut s'y rapporter, on fait pas mal de podcasts là-dessus avec l'ami Corentin, donc n'hésitez pas à écouter. Eh ben, merci beaucoup à vous deux, et puis ben, à bientôt sur un autre podcast. Merci à tous. Salut. Merci, salut. Merci à toi. Salut.